Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc ouais, aujourd'hui, nouvelle conférence axée sur la préparation physique en football. L'objectif de la conférence avec Julien, c'est qu'on vous présente nos structures et vous dire les méthodologies de travail, comment elles influent par rapport à cette structure. Donc pour ma part, une structure professionnelle et pour Julien, une structure amateur mais de haut niveau. Donc, bonjour à tous. Donc, vraiment sur la conférence, le but ça va être de voir les distinctions qu'il peut y avoir entre un club amateur et un club professionnel, notamment au niveau des différences, mais aussi au niveau des similitudes. Donc on ne rentrera pas forcément dans le détail sur toutes nos séances, etc. Mais vous verrez, on va vous présenter à chaque fois une partie sur Joseph et juste après ma partie à moi. Comme ça vous permettra de vous de faire directement le lien entre les différences et les similitudes. Et puis pour ceux qui sont chargés du compte-rendu, d'analyser justement ces différences et similitudes pour le dossier que vous avez à rendre, tout simplement. Donc, présentation succincte pour commencer. Donc moi je suis né à Saint-Lô, originaire de la Manche. J'ai grandi à Granville où j'étais interne au lycée. J'ai pratiqué différents sports. Quel lycée, Joseph? Lamorandière, donc en public. Donc ouais, j'ai pratiqué différents sports. J'ai commencé par le football. Je me suis blessé quand j'étais petit. Donc après, je me suis posé des questions. J'ai repris le foot avant d'arrêter à nouveau, de prendre le handball et par la suite reprendre le football. Excuse-moi, je t'arrête déjà. Tu vois, je suis toujours bavard. Petite question, qu'est-ce qui t'a amené au sport? J'étais baigné dedans par ma famille, mes proches, donc c'est assez naturellement. Familiales. Ouais, c'est ça. Même amical hein, avec mes amis du collège et même avant à l'école. Au niveau de ma formation, donc j'ai obtenu un bac général scientifique. Donc à l'époque, il y avait 3 filières scientifiques, littéraires et économiques. Donc au lycée de Lamorandière à Granville. Ensuite, j'ai pas été directement en STAPS. Je vous le préciserai dans la prochaine diapositive. J'ai obtenu donc ensuite ma licence ES et là je suis actuellement en master EOPS, donc qui vient d'ouvrir à Caen. Et en plus, je suis préparateur physique principal des U19 féminines au stade Malherbe de Caen. Tu vas certainement revenir dessus, mais c'est depuis cette année que tu es préparateur physique ou tu avais déjà commencé? Non, j'avais déjà commencé en amont, ouais, c'est ça. 1 an, 2 ans? 1 an. Donc pour moi, je suis né à Cherbourg, j'ai grandi dans la Hague. Je pense pas, si vous venez de Caen, vous ne devez pas te reconnaître, je pense. C'est un peu perdu en haut de la Manche. Pour ma pratique sportive, j'ai commencé par du basket au tout début, mais j'étais vraiment petit, c'était à l'école primaire. J'ai fait 1 an. Après, je me suis dirigé vers le football, parce que les influences de l'école dans la cour, hein, tout simplement, on joue au foot, donc on a envie de faire du foot. Dans la cour de l'école. Voilà. On joue encore au football dans les cours d'école, c'est bien. Et donc, je me suis dirigé vers le foot, c'est en lien donc, avec ma formation, puisqu'arrivé au lycée, j'ai fait une section sportive donc, à Avranches. Tu as fait ton bac à quel endroit? À Avranches? Ouais, au lycée militaire à Avranches, donc bac S. Tu étais à la section sportive du club d'Avranches? Ouais, en fait, c'est le lycée, il y a la section sportive, c'est section foot. Et puis c'est un peu en relation avec le club, mais on peut être au lycée sans être au club d'Avranches en fait. D'accord. Donc moi, quand je suis arrivé au lycée en section sportive, j'ai été au club à Cherbourg en même temps, en tant que footballeur, en tant que joueur. Donc la semaine, j'étais au lycée à Avranches et le week-end, je rentrais à Cherbourg pour jouer avec mon club. Donc tu étais joueur au club de Cherbourg, ouais. Et tu étais sur la section sportive du lycée d'Avranches. Okay. C'est ça. Donc voilà, je l'ai mis parce que, je vous l'expliquerai après, mais c'est une part importante de pourquoi aussi j'ai voulu être préparateur physique. Après, comme Joseph, je suis allé à la fac, donc ici, mais j'ai pas fait STAPS la première année, où j'ai arrêté avant, je vous expliquerai après. Donc après, j'ai obtenu ma licence ES, pareil. Je suis arrivé au master qui vient d'ouvrir cette année, récemment. Et puis pour ma structure, du coup, cette année, je suis au club du FC Saint-Lô-Manche, préparateur physique N3. Oui, et j'ai aussi expliquer comment tu as être devenu préparateur à Saint-Lô. Ouais, j'expliquerai après, c'est prévu, ouais.
Et du coup, je suis responsable aussi des 11 en même temps. Donc j'ai un peu, j'ai la double casquette. C'est aussi une particularité des clubs amateurs, c'est qu'on est souvent, rarement que sur une mission. Petite casquette. C'est ça. Donc voilà. Donc le déroulé de la conférence, on va rentrer plus en détail sur nos parcours individuels, nos futures vocations. Ensuite, on parlera de les contextes d'environnement sportifs liés à l'entraînement, la compétition dans nos clubs respectifs. Ensuite, on vous présentera nos projets professionnels. Ensuite, on vous détaillera un petit peu le Master EOPS, comment nous, on voit les choses, que ce soit les points positifs, les points négatifs, les différents intervenants qu'il y a à intervenir sur cette formation de Master, les perspectives d'avenir et ensuite, pour clôturer cette conférence, les questions, si vous en avez, et les discussions. Ça peut être aussi des questions au fur et à mesure que... Oui, pas de souci, hein, vous pouvez nous couper sans problème. Ouais. On va garder cette façon d'interagir en fait. Oui, non, pas de souci. Donc au niveau de mon parcours professionnel, donc comme je vous l'ai dit, j'étais au lycée à Granville, à l'internat, donc de 2017 à 2020. Là, je pratiquais à cette période-là le hand. On avait des entraînements à hauteur de 3-4 fois semaine. Par contre, j'arrivais pas à enchaîner les entraînements, les compétitions, parce que j'avais des blessures à répétition, que ce soit des entorses de cheville, un doigt cassé, plusieurs choses. Donc vraiment les problématiques de blessures. Ensuite, après mon bac scientifique, donc, où j'étais vraiment attiré par ces matières scientifiques et je me posais vraiment pas la question de est-ce que je peux évoluer au sein des métiers du sport. C'est quelque chose qu'au lycée, moi, on m'a pas du tout donné la chance de me poser ces réflexions-là. J'avais pris rendez-vous avec la conseillère d'orientation, je me souviens, au lycée, qui me proposait pas du tout les métiers associés au sport. Donc, elle me proposait vraiment des métiers en lien avec un bac scientifique. Donc, après réflexion... Donc le conseil était plus centré sur ce que tu faisais comme étude ouais, c'est ça. Que sur ta passion. Oui, c'est ça. Et donc, ouais, difficulté à dissocier cette passion et ses études. Donc, c'est comme ça que je me suis orienté ensuite vers un IUT génie biologique où, sur le premier semestre, ça me plaisait pas du tout. J'avais du mal à être assidu. Donc je suis resté 6 mois. C'était où à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc. Ah oui, ouais, en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais même pas été accepté à Caen, donc ville aussi qui est pas très. C'est loin de Granville quand même. Ouais. Donc ville pas très accueillante aussi, Saint-Brieuc. Ouais. Attention, il y a des Bretons parmi nous, non ça va. Si, il y en a un là. Ouais, désolé pour. En plus c'était la période du Covid, donc un peu plus compliqué. Donc ouais, je suis resté 6 mois, ensuite j'ai arrêté, je me suis reposé des questions sur le futur, comment je me voyais. Et donc là je me suis dit, bon bah ok, je me lance, je vais en licence TAPS, donc je me suis réinscrit sur Parcoursup. J'ai été accepté à l'université de Caen, je crois que c'était la seule où j'avais été accepté, peut-être Rennes, je ne sais plus exactement. Et donc moi je préférais aller à Caen, j'avais... excuse-moi, je te coupe. Mais donc, tu fais ces études à l'IUT de Saint-Brieuc. Ça ne te paie pas plus que cela. Et alors, puisque avec la conseillère d'orientation, il n'y avait pas eu l'aspect sportif qui ressortait, qu'est-ce qui a fait que toi, sur Parcoursup, spontanément, tu as postulé en STAPS? C'est vraiment mon vécu en tant que pratiquant du hand, du foot, plusieurs sports, même la course à pied. C'est vraiment ce vécu-là de sportif, quoi. Où je me suis dit... tu t'es recentré plutôt sur ta passion sportive. C'est ça. Que te dire, voilà, j'ai un profil scientifique et de trouver une formation en conséquence. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, sur la licence STAPS, donc, je suis admis à l'université de Caen. Sur la première année, j'ai vraiment pas d'idée du futur métier que je souhaite réaliser. Donc je me concentre surtout sur la validation de la première année. En deuxième année... Tu avais présenté comme métier en PPP?
C'était quand même préparateur physique Ah, déjà, quand même. et coach en salle de musculation. Donc tu avais déjà l'idée de faire une mention entraînement sportif. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, quand même cette idée-là où je m'étais vraiment renseigné sur les métiers liés au sport et à la pratique sportive. Donc oui, sur le PPP, j'avais interviewé le préparateur physique de la nationale à Avranches, qui était à l'époque en nationale, qui est maintenant N2. Et donc sur la deuxième année de licence, là on a l'opportunité de faire des stages. Donc mon premier stage, je l'ai fait avec les U11 des Vikings de Caen, donc où j'avais le rôle de coach adjoint, où je réalisais des ateliers de motricité, des choses vraiment axées sur coordination motricité. Viking handball. Oui, c'est ça. Parce qu'on a le Viking aussi. Oui, hockey sur glace, oui, c'est vrai. Donc non, vraiment Viking handball. Ce stage-là, je suis pas vraiment convaincu dans le sens où je me retrouvais pas forcément avec des catégories jeunes, où on restait vraiment sur des ateliers de motricité et pas vraiment de la préparation physique. Donc je me renseigne pour obtenir d'autres stages sur la L3. J'ai un peu de mal au début à trouver. Au final, en septembre, fin septembre, mi-septembre, je pense, j'ai l'opportunité de réaliser un stage en tant que préparateur physique avec l'équipe U16 féminine. Donc il n'y avait pas de prépa sur l'équipe U16 féminine. Donc j'avais quand même mon tuteur de stage qui lui s'occupe de la D3 féminine. Donc là je suis vraiment bien, je me sens bien dans ce stage-là. J'ai l'impression de ne pas travailler finalement en fait quand je vais en stage. Donc ça me plaît beaucoup, la relation avec le staff, donc que ce soit le kiné, la coach, tout se passe bien. Donc vraiment satisfait sur ce stage-là. Mais je me dis que j'ai envie quand même de découvrir une autre structure, un autre club et aussi une autre pratique sportive par rapport à la préparation physique. Donc pareil, je refais des demandes sur cette même troisième année pour obtenir des stages d'observation avec des prépas physiques, que ce soit dans le rugby, dans le hand. Et j'ai du mal à trouver. Au final, j'ai quand même été admis entre guillemets, avec l'Andin Guingamp où j'arrive à faire un stage avec l'équipe U19 nationale féminine qui évolue en élite. Il y a deux phases, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et donc là, le stage de 2 semaines qui se passe vraiment très bien. Je vois une méthodologie de travail différente, qui n'est pas la même que celle qu'on a l'habitude d'avoir avec Malherbe. Des structures aussi différentes, des problématiques différentes, une politique sportive aussi différente, où les féminines ont une part plus importante dans le sens où elles évoluent en D1 Arkema pour les premières, pour les seniors, pour la première catégorie. Donc tout ça fait que c'est forcément différent et que les méthodologies de travail sont assez différentes. Juste une petite question, Joseph, à ce moment-là, donc tu es en 3e année. Oui, c'est ça. Comment tu gères ton emploi du temps entre les études ici, à Caen, et puis Guingamp, c'est pas la porte à côté quand même. Ouais, c'est ça. Là, c'était assez compliqué. Hein. C'était des semaines denses. Surtout qu'en L3, on a pas mal de dossiers à rendre. Donc, assez compliqué. Et sur le stage de Guingamp, j'y suis allé pendant une période de vacances. Donc, j'ai dû louper 3 entraînements, je crois, avec les U16. J'avais demandé à la coach de pouvoir être libéré sur ces entraînements-là. Et c'est vrai que c'est assez compliqué la 3e année. Je sais que j'avais pas de vie sociale. Enfin, j'exagère, mais j'avais un peu moins de vie sociale. Mais je pense que c'est essentiel dans le sens où là, même le fait que ça soit un stage de 2 semaines, c'est une expérience qui m'a vraiment beaucoup servi là, pour la suite de mes études. Et ouais, je pense que c'est important, même si, comme on a dit, au niveau du logement, c'est un peu compliqué. Tu parlais d'opportunités tout à l'heure. Et c'est vrai, là, tu t'es vraiment donné les moyens d'aller voir ailleurs comment ça se passait, quitte à sacrifier un peu de ton temps personnel pour te former, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que en L3, on a des contenus théoriques autour de la préparation physique, autour des enjeux de la prépa en général, mais pas forcément des cours théoriques assez poussés pour connaître certaines problématiques liées au terrain.
Donc ouais, ça me permet vraiment d'avoir une expertise en plus. Pour le logement, pareil, c'est compliqué. J'avais de la chance de connaître des gens, des proches à moi qui étaient basés proches de Guingamp. Donc sur l'hébergement, j'avais pas ça à payer, ça faisait des frais en moins. Et au niveau du master, donc sur la continuité de la licence TAPS ES, je veux me spécialiser encore plus dans la... Vous avez prévu tous les deux d'expliquer comment vous avez postulé, par quelle démarche vous êtes passé Non. Non, bon, on peut Bon, en un parler. peu après, ouais. Ouais. Quand- Et donc ouais, j'avais envie de me spécialiser encore plus dans le domaine de la prépa physique et dans la prépa mentale également. Donc j'arrive à être admis au niveau du master qui vient d'être créé à l'université de Caen. Et pendant l'été, juste avant de reprendre la saison, on me propose de prendre la prépa physique sur les 19 féminines. Donc j'accepte. Et ce qui se différencie avec la L3, c'est qu'au lieu d'intervenir 3 fois semaine avec les U16, là j'interviens sur toute la semaine, pendant 2 semaines, et ensuite je repars en cours sur 1 semaine. Donc là, le master il fonctionne comme ça, c'est 2 semaines en club, 1 semaine en cours, et ça permet vraiment d'être tout le temps avec le groupe, de ne pas avoir des contraintes, de se dire là je peux aller à l'entraînement, mais à la fois mon cours il commence à cette heure-là, donc c'est un peu juste. Donc là on est vraiment à disposition du club, donc plus facile pour intervenir, pour préparer les séances avec la coach en direct, en face à face. Et donc pour le M2, je ne sais pas encore où je serai. Donc j'aimerais bien également refaire des stages d'observation. Et donc je me pose encore ces questions-là, quand est-ce que je vais pouvoir les caler et tout ça. Et sur 2026, j'ai pas encore d'horizon là-dessus, je me laisse encore du temps aussi, et également sur la formation. Est-ce que je continue de me former derrière avec un DU ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas encore, donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation là-dessus. Alors, par rapport à ton parcours, Joseph, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, Joseph pousse les portes. Il postule à droite et à gauche. J'imagine que ton stage à Guingamp est en plus du stage que tu devais faire Ouais, c'est ça, en ouais. licence. Hein. Ouais. Vous voyez, Joseph s'est pas contenté d'une expérience. Et comme tu le disais très bien, la théorie, à un moment donné, ça a ses limites. Il faut aller expérimenter sur le terrain pour vraiment se former d'un point de vue professionnel. Ouais, c'est ça. Julien? Donc moi sur mon parcours professionnel, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de ce que j'ai fait au lycée, notamment quand j'étais à la section foot, puisqu'en fait c'est un peu ça qui a donné du sens à ce que je veux faire aujourd'hui, enfin être préparateur physique. Donc pour vous expliquer, quand j'étais au lycée, donc moi forcément dans le foot j'avais envie, pas forcément j'avais envie d'être professionnel à la base, mais forcément d'évoluer au plus haut niveau, essayer d'évoluer au plus haut niveau. Donc Tu jouais quel poste? Milieu de terrain. Milieu de terrain. Offensif? Le 2. Les deux. Ouais. Et du coup, ouais, donc sur la section foot, je me prédestinais à ça, au moins jouer à un bon niveau national. Et sauf que pendant ces 3 années, donc bon, déjà la section elle est bien renommée sur territoire normand et même en France en tout cas quand j'y étais. Et sauf que pendant ces 3 années, je me suis blessé pendant 2 ans, donc sur ma première et ma terminale. Je dû me faire opérer du genou. Pareil, j'ai eu 2 mois de plâtre parce que je me suis fait une fracture déplacée au niveau de la cheville. Et plus ce contexte du Covid qui arrivait juste à la fin de la terminale, en fait, où je commençais à reprendre le foot. Et en fait, tout cet enchaînement-là, il m'a un peu... de doute un peu c'est ça. difficile. Ça m'a un peu dégoûté du sport. Enfin, je sais pas si dégoûté c'est le bon mot, mais... Ouais, enfin, en tout cas, le moral est descendu. Ouais. Quoi. Et du coup, du sport en général, du foot, mais du sport en général. Et c'est pour ça que, en fait, on voit comme Joseph, j'ai fait une fac d'informatique juste après. Je sais pas pourquoi. D'accord. J'ai arrêté au bout de 3 mois, j'avais pas fait les premiers partiels. Et du coup, pendant cette période entre donc la fac d'informatique... T'avais pas vu de conseillère d'orientation? Non, pas là. Du coup, dans cette période-là, entre la fin de... Enfin, quand j'ai arrêté la fac d'informatique et ma licence STAPS, j'avais pas grand-chose à faire. T'étais à Caen? Excuse-moi. Ouais, j'étais à Caen, ouais. J'avais pas grand-chose à faire, si ce n'est passer mon permis et réfléchir à ce que je veux faire l'année prochaine. C'est pas mal de passer son permis, hein, ça te rend Oui. autonome. C'est vrai.
Et du coup, quand j'étais au lycée, je savais que je voulais faire un métier dans le sport. Et du coup, pendant cette période-là, je me suis dit, en fait, je vais retourner en STAPS parce qu'il n'y a que dans le sport où je me plais. Et donc, c'est pendant cette période-là que j'ai pu réfléchir et où je me suis dit, en fait, ces expériences-là que j'ai eues au lycée, j'ai eu personne pour m'accompagner ou pour éviter toutes ces blessures. On va dire, j'ai pas été suivi. Après, c'est compréhensible parce que c'est une section foot, etc. Mais du coup, c'est ça où je me suis dit, j'aimerais aider les gens qui sont dans mon cas. C'est intéressant, si je me permets de faire un peu le comparatif entre vous deux. Là, Julien, tu dis à un moment donné, je suis fatigué du foot quelque part. Je suis un peu dégoûté du sport à cause des blessures, du Covid qui arrive, période de doute. Et puis vous voyez, un petit temps de latence, je m'inscris en informatique, je m'inscris en génie biologique. Mais en même temps, c'est peut-être ce moment-là qui vous permet de prendre du recul. C'est ça. Pour savoir vraiment ce que vous avez envie de faire. En fait. Ça, c'est important aussi, je pense aux étudiants qui ne sauraient pas encore vers quoi s'orienter l'année prochaine. Il n'y a rien de presse. Il faut aussi se donner le temps de prendre du recul pour savoir vraiment ce que l'on a envie de faire. Et là, vous l'illustrez vraiment bien tous les deux. C'est ça. Même si pendant la période, c'est pas forcément le plus marrant pendant cette période-là, mais on finit toujours par trouver ce qu'on veut faire, je pense. Donc, faut pas hésiter. Et puis, du coup, après, je me suis relancé dans la licence TAPS, donc L1. Pour mes L2, L3, donc j'ai fait mon stage au Stade Malherbe avec l'association sur les violences féminines. Donc ça, pareil, pour intégrer la structure, tout simplement, arrivant en L2, il y avait Jérôme Leneveu qui intervenait sur les cours de spécialité foot et qui a proposé de prendre des stagiaires sur l'association. Donc tout simplement, j'ai postulé, on a eu un rendez-vous et puis ça s'est fait comme ça sur les 2 années. Donc entre ma L2 et L3, j'ai hésité. Au début, je voulais trouver un autre stage sur ma L3 ou avoir une évolution sur ma L3. J'ai eu une petite évolution parce que j'étais avec les féminines sur la première année, mais c'était beaucoup d'observation. J'avais un peu prise en main du groupe, mais plus sur l'aspect coordination motrice, un peu comme Joseph il a fait. J'avais que ça à faire parce qu'en plus c'était le début de la section féminine. Julien, tu es arrivé un petit peu avant Joseph sur le Stade Malherbe en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, je veux dire, sur la L2, j'étais beaucoup en observation. J'avais une partie du groupe, mais en fait il n'y avait que 9 joueuses, je crois, sur les U11. Donc c'était pas beaucoup. Il y avait déjà la coach, d'ailleurs c'était Chloé Charlot qui est coach de la D3 actuellement. Et sur la seconde année, ils m'ont proposé d'être encore avec l'Alliance féminine, mais d'avoir une équipe à charge le week-end. Et du coup, ça a changé de coach. En même temps, c'était avec Hugo Desloges, qui est avec les U13 à Malherbe maintenant, qui passait son BEF. Et du coup, moi, ça m'a permis, lorsqu'il était sur ses semaines... BEF, excuse-moi, je ne suis pas du milieu du foot. Brevet éducateur de football, je crois. C'est un diplôme fédéral. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, sur les semaines où il était en formation, moi, je prenais les séances tout seul sur le groupe. Et puis le week-end, j'avais une équipe de joueuses aussi, c'était du foot à 5, parce que les filles en U11, elles peuvent jouer avec les U9 garçons. Donc ça m'a permis de me faire mon expérience, parce que c'était ma première expérience avec des groupes de joueurs, de joueuses. Puis des fois, on dépannait aussi sur d'autres catégories, donc ça permettait de faire d'autres expériences. Alors, excuse-moi, je ne connais pas bien ce milieu-là, les étudiants peut-être non plus. Tu parles de football à 5 ? Ouais, en gros, c'est quand tu es en U9, donc les petits, ils jouent sur terrain, foot à 5. En gros, ils sont à 5 sur le terrain. Donc ils sont sur terrain réduit. Ouais, c'est ça. Et ils sont 5 sur le terrain. Effectif réduit, ça leur permet de toucher plus de ballons, j'imagine. C'est ça, c'est surtout pour les distances en fait, parce que sinon c'est beaucoup trop grand. C'est ça. Et du coup, les filles, les féminines, en jeune, quand tu es U11, tu peux jouer avec des U9 par exemple. Tu peux avoir un décalage comme ça. Quand tu es U13, tu peux jouer avec des U11 aussi. C'est ça. Et du coup, donc sur ça m'a fait mon expérience. Mais comme vous voyez, je suis passé d'être sur un groupe de U11 féminine à directement être sur un groupe de N3. Donc adultes, des gars qui ont 30 ans, certains qui ont mon âge, certains qui sont un peu plus jeunes. Donc c'était un peu là mon... je sais pas si on peut appeler ça un regret parce que ça m'a permis de bien me former cette année. Mais du coup, je suis passé du tout à rien, quoi, d'un coup. Et c'est pas facile au début de prendre en main un groupe comme ça. C'est ça. Qui sont pas évidentes, mais il faut se jeter dans l'arène pour pouvoir être confronté aux réalités du terrain. C'est pour ça que, comme Joseph l'a fait aussi très bien, je pense que c'est bien sur la L2, L3 d'essayer en plus de vos stages, trouver des stages en plus, même si c'est qu'une semaine, un week-end, sur des groupes où vous vous prédestinez. Si vous voulez rester avec des enfants, avec des enfants.
avec des adultes, faire de l'observation, essayer de prendre des parties de séance suivant où vous êtes, et puis ça vous permet de moins être surpris quand vous arrivez avec un public comme ça. Question, tous les deux vous avez vécu des phases d'observateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est important d'observer avant d'intervenir, ou est-ce qu'on ne pourrait pas envisager l'observation et l'intervention un peu en se jetant directement dans le bain, en encadrant, quoi? Bah moi du coup j'ai pas eu vraiment d'observation finalement du coup, parce qu'en fait en L2 j'intervenais quand même, et puis quand je suis arrivé en L3 bah, j'ai directement eu le groupe en fait, j'ai pas eu d'observation avant. Donc comme j'ai dit, c'est formateur, d'un côté on n'a pas le choix, et puis bah, on doit s'adapter, mais c'est un peu, au début c'est pas facile, hein, puis faut savoir appréhender le groupe, et puis moi je suis quelqu'un de plutôt introverti à la base, je suis pas forcément super extraverti, donc ça peut être une problématique en plus au départ, mais ça, aujourd'hui je le regrette pas parce que c'est ça qui me forme, donc sur ça. Et du coup... Question là, Maël. Ouais. Oui, donc Maël Bouteloup, L3 ES, spécialité football. Je me demandais, l'opportunité d'être préparateur physique de la N3, elle est venue comment? Ouais, justement j'allais un peu aussi en même temps, est-ce que c'est en stage le fait d'être prépa N3 et d'être responsable U11, ou si c'est en alternance? Ouais, je vais répondre en plus, donc ça tombe bien. Pour le master donc à Saint-Lô, déjà tout simplement pour intégrer Saint-Lô, en fait j'ai juste envoyé un mail. J'ai envoyé un mail, ils m'ont répondu le lendemain ou 2 jours après. Tu n'étais jamais intervenu dans ce club? Non, j'avais déjà joué, pas en tant que joueur, mais j'étais venu jouer chez eux. Oui, sans plus. Voilà. Sinon, j'envoyais un mail, c'était suite en plus à une conférence, c'était avec Adrien Durter, je crois. Je sais plus comment, Duterte, ouais. C'est ça. Préparateur mental. C'est ça. Qui nous disait que faut pas hésiter en fait à lancer des balles, je me rappelle ça, à lancer des balles, et puis forcément il y en aura une qui reviendra peut-être. D'ailleurs, Adrien est revenu cette année et a repris la même image. Voilà. N'hésitez pas à lancer. Mais c'est bien que tu le recites, c'est-à-dire que ça t'a marqué. C'est ça, et puis en fait, il nous avait expliqué que lui, il prenait des clubs dans les alentours qui l'intéressaient, et puis il prenait les contacts, il envoyait des mails. J'ai fait la même chose. Et ça a marché. Et du coup, ils m'ont contacté, je crois, le lendemain. Ils m'ont renvoyé un message, pratiquement. Et puis, ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis, du coup, en fait, mon stage avec Malherbe... C'est à quel moment tu as envoyé ce mail? Je sais plus exactement. C'était l'année dernière? Oui, c'était en fin d'année. Fin d'année, tu étais encore en licence 3? Ouais. D'accord. Je sais plus c'est quand exactement, par contre. Et du coup, donc pour vous dire, mon stage à Malherbe, il m'a bien aidé, puisque quand j'envoyais mon CV, et du coup, comme dans les clubs amateurs, ils aiment bien avoir quelqu'un qui peut faire 2 choses, ou plusieurs choses, et en fait, ils ont vu mon expérience avec les catégories jeunes à Malherbe, et donc en même temps, ils m'ont proposé d'être sur la N3, donc en tant que préparateur physique, et du coup d'être responsable des U11 en même temps. Et un peu, ouais. Et pour répondre à ta question, du coup, je suis en stage sur la N3, pas rémunéré, mais du coup, je suis aussi en service civique en même temps. Donc en fait, j'ai mes horaires de service civique qui sont dédiés principalement aux U11, et je suis aussi, je ne l'ai pas mis là, mais je suis aussi sur la section collège et lycée en tant qu'intervenant. Et donc mes heures de service civique qui se font sur ces heures-là, et puis mes heures de stage sur les heures de N3. D'accord, très bien. Donc le service civique est plutôt dédié aux U11, d'après ce que tu dis. C'est ça. Parce qu'en fait, on peut pas, officiellement, en tout cas, on peut pas être en service civique et être en stage en même temps. C'est pour ça que je te pose cette question. Sur les mêmes heures, ouais, c'est pour ça. Normalement, les missions du service civique n'autorisent pas forcément des... Oui, sur les stages, ouais, c'est ça. C'est pour ça que du coup, mes missions, c'est U11, section collège, lycée. Et toi, tu fais ton stage sur la N3. C'est ça. Donc ça demande pas mal de temps, des horaires, parce que du coup, les U11, c'est plutôt la journée. La N3, on verra sur les problématiques, mais ça s'entraîne le soir. Et sachant que moi, après, c'est une décision personnelle, mais j'habite toujours à Caen. Donc je fais les allers-retours Caen-Saint-Lô, tous les jours, sauf sur les semaines de cours. Donc c'est un rythme pas toujours facile, mais c'est un choix. C'est un choix. Donc voilà. Je reviens sur le service civique. Les missions du service civique sont sur l'encadrement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Des jeunes. Ouais. D'accord. Donc voilà, puis après, sur un peu à l'image de Joseph, sur le M2 et futur, je sais pas encore. À Saint-Lô, ça va dépendre. Moi, j'aimerais être en alternance déjà l'année prochaine. Ça dépend de la situation du club, notamment sur l'équipe première,
Donc c'est un peu compliqué de se maintenir sur la N3, donc ça On va va y jouer. revenir, j'imagine, la question de l'alternance qui est toujours très intéressante, hein, puisqu'elle permet d'avoir une rémunération et de suivre ses études en même temps. Je crois que l'alternance, ça doit être 3 semaines ou 1 mois en milieu sportif et puis dans la structure et 1 semaine en cours. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et du coup, ouais, ça va dépendre de la situation du club, puisque comme on en a 3, le club peut prendre 3 alternants. Si on descend en R1, ils peuvent en prendre moins, je crois. Après, il y a une autre problématique, ouais, c'est qu'il y a potentiellement les 19, les 18 qui vont monter en 19 national, pareil pour les 16. Donc ça peut être une autre solution. Donc pour l'instant, c'est un peu flou. Après, un peu à l'image de ce que j'ai fait. Ça dépend de l'avenir de l'équipe première. Ouais, souvent, c'est ça. Et actuellement, elle est classée correctement. Pas trop. C'est un peu dur. Ouais, un peu compliqué. C'est chaud. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça, ça sera à voir dans le futur. Après, soit au club, soit je continuerai à faire comme j'ai fait en L3, hein, envoyer des mails, démarcher des clubs et puis pour trouver une alternance. Voilà. Bien, pour cette présentation du parcours, parfait. Ensuite, on voulait vous contextualiser un peu le monde du football, tant sur la partie masculine que la partie féminine. Donc sur la saison précédente, on a 250 000 licenciés féminines comptabilisés. Le souhait de la fédération, via le plan fédéral, c'est d'atteindre le double en 2028. Au niveau des pôles espoirs, on en a 8 à Lille, Clairefontaine, Rennes, Strasbourg, Tours, Bordeaux, Toulouse et Lyon. Donc le plus proche de chez nous, ça reste Rennes et Clairefontaine. Au niveau des clubs professionnels, on a 8 Champions League, 4 finales. Et donc l'OL se classe 2e du top UEFA des clubs et le PSG 5e. Pour les autres? Après, ça reste des clubs européens, quoi. Des clubs européens. Ouais, c'est ça. Après, plus sur le football masculin, bon, là on vous en parle parce qu'on se prédestine aussi par rapport au master. Pris la photo d'un retraité, là. Ouais. On se prédestine par rapport aussi au master à intervenir dans la préparation physique de haut niveau. Donc c'est forcément une information importante. Donc on a 2 millions de licenciés. On a 16 pôles d'espoir sur le territoire, sachant qu'il y en a un à Lisieux, si je ne dis pas de bêtises, qui a ouvert récemment. Et puis sur le palmarès des clubs français, on sait que c'est un peu compliqué. Niveau européen, une Champions League, une finale. Donc Marseille, la Champions League et finale le PSG. Et puis on a le PSG qui se classe 5e sur le top UEFA. Le contexte de la structure. Donc nous, la section féminine, elle est très récente puisqu'elle est... sur le stade Malherbe. Oui, c'est ça. Puisqu'elle a ouvert sur la saison 2019-2020. Donc il faut bien dissocier la partie SASP et la partie association. Sous la SASP, donc on a l'équipe professionnelle, l'équipe réserve, les Excuse-moi U17. Joseph, SASP, c'est Société Anonyme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est structure privée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc la SASP, on a, comme je disais, l'équipe professionnelle masculine, l'équipe réserve, les U17, U19, U14, U15. Chez les féminines, on a la D3, les U16, U19. Et donc la partie association qui, elle, je pense que vous avez eu des cours sur ces cadres juridiques-là, mais qui a but non lucratif. Donc. Et pour les féminines, on a donc les U9, U11, U13. C'est important de dissocier les deux parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. On a un président sur l'association, un président sur la SASP. Et donc nous, sur la SASP, le budget, il est clairement dépendant des résultats de l'équipe première. Donc en ce moment, comme vous le savez, c'est compliqué pour le club. L'équipe première masculine. Ouais, l'équipe première masculine. Ça influence donc sur la structure féminine. Vu... Ouais, tout est confondu en fait. Ouais, étant donné qu'on appartient à une seule unité qui est la SASP. Donc, ouais, compliqué pour l'équipe professionnelle masculine. Compliqué aussi par rapport aux droits TV. Cette année, on y reviendra dans les diapos précédentes. Donc voilà, c'est un tout qu'il faut prendre en compte par rapport au futur, par rapport
nous, à l'environnement qu'on peut avoir, donc plein de choses comme ça. Sur le centre de formation masculin, donc, qui est performant en ce moment puisque les U17 et U19 sont premiers de leur championnat. Nous, on n'a pas cette homologation-là sur la partie féminine. Il y a un cahier des charges très strict qui ne permet pas d'avoir cette homologation-là par la Fédé. Pour l'avoir, il faut par exemple avoir un internat dédié aux féminines, qu'il n'y ait pas de mélange entre masculin, féminin, avoir les terrains à proximité, avoir les collèges, lycées à proximité. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. De plus, sur la structure, il faut savoir que nous, on n'est pas tout le temps au niveau du centre de formation pour les entraînements. On a une partie des entraînements qui se passent à plus loin, à plusieurs kilomètres du centre de formation, donc on doit être à 10 km. Et donc on est situé juste à côté du collège et du lycée des joueuses. Et donc au niveau du centre, on y est deux fois par semaine. Voilà pour le contexte à Malherbe. À Saint-Lô, c'est un club assez ancien qui a été créé en 1965. Donc nous, on est une association sportive. Pour ce qui est des équipes jeunes... Moi, Julien, ancien, tout est relatif. Hein. Moi, je suis de 1968. Moi, 66. J'ai un an d'écart avec la création de ton club. Ouais, c'est jeune, alors, on va dire. Je te remercie. C'est assez jeune. Et du coup, donc, le club, il a une politique où il va donner une part importante aux ses équipes seniors. Donc, notamment, on peut voir, il y a une équipe N3, R1, R3 masculin, donc ce qui est assez rare d'avoir des clubs avec des équipes seniors à ce bon niveau-là. Et pareil, une R1 féminine qui performe plutôt bien aussi. Et elle met aussi l'accent, la structure sur les équipes jeunes. À l'image de ce que j'ai pu voir, comment on se déplace, nous, la N3, on est dans le championnat de Bretagne. Il y a des clubs qui ont des budgets un peu équivalents ou un peu plus petits que nous, mais qui mettent plus d'importance sur leur équipe première, donc ils mettent un peu la plus grande partie du budget dessus. Nous, club à Saint-Lô, forcément, ils mettent une grande partie sur la N3, la R1 et la R3, mais ils mettent aussi beaucoup d'importance sur les équipes jeunes. Et ça se ressent puisque toutes les équipes jeunes évoluent au plus haut niveau régional, que ce soit les 14, les 15, les 16, les 18. Les 16 et les 18 qui peuvent potentiellement monter en national aussi l'année prochaine. Et pareil, donc moi je suis avec les 11 et les U12 et les U13 qui évoluent tous sur les plus hauts niveaux, pareil régional. Départemental, pardon. Une question anecdotique. Sur ta photo, on voit des maillots bleus, donc ça doit être les couleurs officielles du club, je crois. Ouais. Et pourquoi il y a des maillots rouges hein C'est le maillot extérieur. Tout simplement. Donc voilà, et puis pour l'histoire, c'est un club qui a participé à un 16e de finale de Coupe de France. Quand même, c'était en 2017, il me semble. Pareil, la même année, ils ont voyagé en Guadeloupe pour la Coupe de France. Ils ont aussi joué des équipes professionnelles comme Montpellier, Ajaccio, au stade Villemer à Saint-Lô, où ils se sont fait éliminer. Par contre, c'était plus vieux, c'était en 2005, ça, je crois, 2004-2005. Et c'est un club sur l'aspect plus championnat qui a beaucoup évolué en CFA auparavant, donc c'est l'équivalent de la N2 maintenant, et qui, depuis quelques années, s'est plutôt stabilisé en N3. Oui, donc c'est un club qui est de tradition nationale amateur. C'est ça. Hein, c'est ça. Donc, au niveau du contexte d'entraînement, de compétition, on s'entraîne 4 fois par semaine en fin d'après-midi et on joue le dimanche. Sur le groupe d'entraînement, depuis janvier, on a revu le groupe d'entraînement avec la coach et on a décidé de mettre un groupe de 18 joueuses de champ plus 2 gardiennes pour maintenir de la qualité, et celles qui sont plus ou moins performantes descendent avec le groupe U16 ou alors montent avec le groupe D3. Donc on a 32 joueuses au total qui peuvent s'entraîner dans le groupe. Dans ces 32 joueuses, on a notamment une joueuse qui est en U15 qu'on n'a pas pu faire surclasser sur les matchs, ça a été refusé par la Ligue. Donc on a des problématiques comme ça. Donc cette joueuse-là, elle s'entraîne 2 fois par semaine avec les garçons.
parce qu'on n'arrivait pas à la stimuler aux entraînements, lui dire d'être performante à chaque entraînement, si derrière elle ne peut pas être titulaire en match. Donc pour garder cette stimulation chez elle, on a trouvé donc, cette option de la faire jouer avec les garçons. Pardon. Donc 4 entraînements semaine, c'est ça? C'est ça, ouais. Combien de... Ils sont tous en relation avec, je vais peut-être dire une bêtise, entraînement avec ballon ou spécifique préparation physique, combien, la proportion à peu près? On détaille un peu plus dans les diapos qui suivent. Ouais, mais on va être physique intégré peut-être, je sais pas. On est souvent en intégré, on garde quand même une partie dissociée et la prépa physique, elle intervient sur 1h30 d'entraînement, on va dire un tiers, je pense. D'accord. Sur un système intégré, quoi. Ouais, plutôt, ouais. Donc voilà, sur le groupe d'entraînement, ça fluctue chaque semaine au niveau des joueuses. On a certaines joueuses qui sont tout le temps dans le groupe, certaines joueuses qui sont un peu justes, donc qui font la navette entre U16, U19, et d'autres qui sont quasiment tout le temps avec l'équipe senior, l'équipe D3. Au niveau des Excuse-moi, comment vous faites le choix donc ça tourne toutes les semaines? Ouais, c'est ça. Par rapport aux joueuses qui vont aller plutôt s'entraîner en U16, celles qui vont venir plutôt en U19. Comment, c'est vous qui faites le choix? C'est elle qui vous sollicite? Comment ça se passe? Non, c'est la coach et moi qui faisons les choix par rapport à leur performance de la semaine. D'accord. Et certaines fois, ça peut changer au cours de la semaine, mais c'est assez rare. Souvent, les listes sont figées sur la semaine. Donc au niveau des infrastructures, j'ai mis 4 synthétiques parce qu'on en a 3 sur le centre de formation. Donc on a 2 terrains synthétiques et 1 terrain couvert, donc la fosse. L'autre terrain synthétique, c'est le terrain qui est délocalisé donc, sur Caen Sud. 3 terrains en herbe, donc là on a 1 terrain en herbe où on peut s'entraîner sur le centre de formation et 2 terrains en herbe sur le complexe de Caen Sud. Au niveau de la prépa physique, j'ai mis en place une séance de musculation minimum avec les joueuses lors des mercredis. Donc au début d'année, on souhaitait avoir 2 séances en salle de musculation. Donc une séance le mercredi au centre de formation et une autre séance délocalisée dans une autre salle de sport. Ça n'a pas vu le jour ce projet-là, donc on était parti sur un objectif de développement musculaire. Et avec une séance semaine, c'est impossible, il en faudrait 2 minimum. Donc sur cette partie salle de musculation, j'ai orienté un travail de prévention de blessures où on est 40 minutes en salle de musculation. Où à chaque fois, les préventions et les thématiques de prévention changent. On va être sur des préventions adducteurs, abducteurs, renforcement ischio-jambier, quadriceps. Donc à chaque fois, on change, mais on essaye vraiment j'essaye vraiment de garder cet aspect-là de routine de prévention. Au niveau du centre, j'ai la chance d'avoir beaucoup de matériel à disposition avec les cellules photoélectriques, les pinces applicutanées, le Y-Balance Test, les tests fonctionnels comme le FMS. Donc ça permet vraiment d'avoir un testing de précision et d'avoir une individualisation des protocoles sur chaque joueuse. Donc ce qui peut être différent dans certains clubs. Et encore nous, sur le centre de formation, on n'est pas développé excessivement comparé à d'autres clubs de Ligue 2 ou Ligue 1 qui ont des centres de formation. Donc voilà sur ma partie. Moi, j'étais Saint-Lô. Sur le rythme d'entraînement, on est au début de saison, on était plus à 4 entraînements semaine. Donc le lundi, mardi, mercredi, vendredi, plus le match le samedi à 18h. Parfois à 17h puisqu'on est en Bretagne, donc des fois ça nous fait des grands déplacements. Donc des fois c'était avancé un peu. Là récemment on est passé à 3 séances semaine parce que en fait il y a le contexte à prendre en compte du fait que c'est tous des joueurs mais qui travaillent en fait à côté, ils ont tous un boulot. Ils ne peuvent pas que vivre du foot et forcément c'est important de le prendre en compte parce que on a un groupe de 26 joueurs avec 3 gardiens, mais
Il est très variable parce que des fois il y en a qui finissent un peu plus tard, donc qui arrivent un peu en retard. Quand tu mets 3 à 4 entraînements semaine, est-ce que le 4e créneau reste ouvert pour les personnes volontaires? Non, actuellement non. Actuellement, Non. En fait, là, c'est très récemment qu'on est passé à 3 parce qu'en fait, c'est tous les joueurs qui sont un peu pleins. Et puis pareil, il y avait des joueurs qui ne peuvent pas s'entraîner. Par exemple, le mardi, il y avait une séance le matin avec le coach. Ils étaient parfois que 4-5, mais parce qu'ils ne pouvaient pas s'entraîner le soir à cause du boulot. Donc il y a cette problématique-là. Et puis sur les 26 joueurs, forcément, il y en a qui bossent, qui ne travaillent pas forcément. Il y en a qui travaillent à 5 h du matin jusqu'à 13 h et puis ils passent leur matinée à marcher, à piétiner, alors que d'autres ils vont plus être sur un poste où ils vont moins marcher, peut être plus assis. Donc ça, sur ce contexte-là, c'est pas toujours facile d'individualiser pour chacun et d'adapter les séances. Après, sur les infrastructures, on a un terrain synthétique, en tout cas sur le complexe de Saint-Lô, des Ronchettes où il y a Villemer, il y a un terrain synthétique, un terrain en herbe. Donc le terrain en herbe, il est priorisé pour la N3. Ça arrive parfois qu'il y a des jeunes qui jouent dessus le week-end, si on manque de place ou à un entraînement, mais c'est assez rare, c'est priorisé pour la N3. Après, on a 2 petites gazonnières, donc c'est des tailles de terrain U13 en fait, où on peut un peu se déplacer dessus et un peu s'adapter là-dessus. Et puis il y a un terrain d'honneur qui est priorisé aussi pour la N3 tout au long de la saison. Oui, bonjour. Martin, spécialiste basket. Je voulais savoir aussi avec Joseph, donc vous avez à peu près 4 entraînements par semaine, là vous êtes passé à 3. Au niveau de la prépa physique, c'est à chaque entraînement ou il y a une séance dédiée? Comment ça se passe? Comme Joseph il a dit, lui ça arrive parfois. Nous, j'allais venir après, mais en fait on a que sur la prépa physique, on fait beaucoup d'intégrer, parce que déjà c'est un souhait du coach, parce que on n'a pas forcément le temps de faire beaucoup dissocier parce que faut travailler aussi sur l'aspect plus foot et c'est un souhait du coach tout simplement de faire beaucoup d'intégrer en travaillant du coup la partie foot en même temps. Et puis en fait il n'y a pas non plus le matériel nécessaire pour pouvoir dédier qu'une séance de musculation parce qu'en fait il n'y a pas de salle, il y a une salle de musculation mais je peux pas mettre 20 joueurs dedans quoi, impossible. Et puis il n'y a pas de machine en fait, il y a deux machines. Donc c'est pour ça que du coup il y a eu le petit créneau là dans une salle de musculation qui est juste à côté du club, une grande salle. Mais c'est une salle ouverte à tout public, donc on y va le soir. Mais on a un créneau par mois et c'est partagé avec la R1, donc en fait on a un créneau tous les 2 mois. Donc finalement, en fait l'aspect plus musculation, on le fait pas en fait. Et tout le travail prépa physique, et moi j'utilise la salle de musculation pour faire par exemple le mardi, on le fait plus maintenant, mais on faisait préchauffement collectif, donc pareil sous différentes thématiques. Et après elle sert aux joueurs pour ceux qui veulent travailler dedans. Et puis pareil, j'ai créé des routines pour certains joueurs de prévention, de préchauffement, donc ils peuvent s'en servir dedans quoi. Mais du coup beaucoup d'intégrer. J'ai une petite question parce que tous les deux vous avez avancé le fait que dans les infrastructures il y avait des structures synthétiques et des structures sur herbe, c'est ça? Est-ce que concernant votre domaine de la préparation physique, le fait de faire évoluer un groupe sur du synthétique par rapport à l'herbe, il y a des différences d'approche? Oui, carrément. Puis, nous, tous nos matchs le week-end, ils sont sur herbe pratiquement. Ah ouais. Et le problème, c'est que le temps en Normandie, il ne permet pas toujours s'entraîner sur herbe, notamment cet hiver. Donc c'est soit on s'entraîne sur l'herbe, mais l'entraînement ne ressemble pas à grand-chose parce que c'est impraticable pratiquement. Ou soit on va sur synthé, donc des fois on va sur synthétique. Il y a un synthétique neuf justement qui est partagé, c'est à la commune, qui est partagé, qui est prioritaire pour la N3, donc on allait un peu dessus cet hiver-là, à la reprise de la trêve hivernale. Mais ouais, on le sent direct. Je sais que en plus, moi il y a des joueurs un peu plus anciens, et c'est pas facile pour eux d'alterner entre. Déjà même pour les jeunes, c'est pas facile d'alterner dans la même semaine du synthétique plus de l'herbe. Alors pour les plus anciens, ils sentent. Ne serait-ce que des appuis, c'est pas la même chose. Ouais. Ouais, c'est ça. Surtout quand le terrain est gras. Dur, Dès qu'on joue sur synthétique, moi personnellement, j'ai beaucoup de joueurs qui viennent me voir et qui me disent ça me tire là, ça me tire là. C'est souvent au même endroit et c'est souvent pour les plus anciens aussi quoi. Moi, à l'inverse de Julien, tous les week-ends on joue sur synthétique, donc chaque entraînement est pratiquement sur synthétique. Des fois c'est exceptionnel qu'on passe sur herbe, mais si le terrain est trop gras, on fait tout pour pas aller dessus. Et si vraiment on n'a pas le choix de s'entraîner sur herbe alors que le terrain est gras,
on discute avec la coach et souvent on allège moi la partie physique et elle, si on est en jeu réduit, on allège les temps de jeu à chaque fois pour pas que ça contraigne trop les joueuses avec une augmentation de charge de travail. Ça doit pas être une problématique très facile à gérer, ça, quand même. Ouais, passer du terrain sur herbe à un terrain synthétique pour, comme tu dis, les joueurs peut-être plus anciens, au niveau des tendons, ça doit être moins évident. Ouais, donc pour finir, après on a à la piscine de Saint-Lô aussi, on a des créneaux pour aller, on l'a fait une fois ou deux là depuis le début de saison, de faire sauna hammam sur une séance le lundi souvent, que ce soit le créneau salle ou piscine. Et puis on s'arrange comme ça, mais après ouais, sur l'aspect plus préparation physique, si on parle plus aspect salle en fait, musculation, c'est pas possible en fait. Et donc on s'arrange comme on peut, on amène du matériel sur le terrain, on fait au poids de corps ou on rajoute un peu de poids, mais on peut pas s'atteler à développer certains aspects physiques, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une certaine frustration au fait que tu interviens dans un milieu amateur, préparateur physique? Ça dépend parce que je pense qu'il y a des milieux amateurs où quand je vois qu'on va sur les déplacements en Bretagne, il y a des clubs, ils ont des salles de musculation à disposition. Donc en fait, ça dépend d'une structure à l'autre. Et après, c'est des clubs, souvent qu'on ça, c'est des clubs qui descendent plus de N2 ou qui ont un passé un peu plus de haut niveau. Donc déjà un historique sur les infrastructures, quoi. C'est ça. Après, ça peut être un peu frustrant parce qu'on pourrait dire qu'on pourrait faire plus de choses, mais d'un côté, ça permet de s'adapter, de trouver d'autres méthodes de travail et puis ça me parle. Si on regarde que le classement, on pourrait dire non, mais sur l'aspect plus. Moi, je regarde plus l'aspect préparation physique, sur les blessures et tout, on est plutôt épargné, en tout cas musculairement, donc c'est possible quand même. Et Joseph, sur la structure Malherbe, tu parlais d'un projet à l'origine avec 2 séances de musculation par semaine. Ouais, c'est ça. Quel a été le frein à ne pas pouvoir mettre cette 2e séance en place? À l'origine, on devait faire cette 2e séance dans une salle de musculation de l'un de nos partenaires. Et donc, il a décliné la proposition et c'est pour ça que... Vous êtes resté sur une seule pratique par semaine. C'est ça. Il y a une question. Ouais. Question là-bas. Monsieur Grégoire, du club concurrent du Stade Malherbe. Donc Canive et Greg en spécialité football. Et je voulais savoir, Julien, toi qui es à Saint-Lô du coup, vu entre guillemets la situation actuelle, parce que Saint-Lô N3 c'est pas facile cette saison, est-ce que tu changes quelque chose dans tes programmes, est-ce que le climat du groupe il change ou quelque chose comme ça? Le climat, ouais, forcément il change, c'est pas... Quand on est sur une série où on gagne pas, c'est pas facile. Après sur l'aspect plus préparation physique, comme je l'ai dit, on fait beaucoup d'intérêt, donc finalement ce qu'on fait, moi je le vois, je l'expliquerai après, mais c'est beaucoup vu avec le coach, et surtout qu'en fait le coach il vient de club pro et il a fait un master EOPS, donc en fait il a des connaissances sur ça, sur la préparation physique, donc en fait on fait ça à 2 et du coup les contenus peuvent changer, mais si on prend plus sur l'aspect de préparation physique, comme je fais pas trop de dissociés, on voit pas trop la différence, mais ils vont changer sur l'aspect intégré, on va s'adapter sur ça. La question de Grégoire, elle est peut-être aussi dans le sens, est-ce que vous touchez plus de ballons que de se concentrer spécifiquement sur l'entraînement dans physique? le sens où si on perd, le coach il va dire on ne fait pas de ballon cette semaine, quoi. Non, ça, on fait pas ça justement parce que après c'est dépendant du projet de jeu. Le coach il a un projet de jeu où on a beaucoup le ballon et ça demande d'être techniquement propre, donc justement en fait toutes les semaines c'est limite on rajoute plus de ballons en fait, tout en gardant l'aspect physique, mais on essaie de mettre un maximum de ballons pour être le week-end le plus précis techniquement en fait. Très bien. Et donc on va passer sur l'emploi du temps. Donc le lundi normalement c'est notre journée de repos. Souvent j'essaye de passer au club pour faire les résumés, soit avec le prépa de la D3, soit avec le kiné quand il est là. Donc les faire en direct, pas par message. Donc souvent je vais au club vers 10h30, on fait l'état des lieux, des blessures avec le kiné, sinon c'est avec la doc. Avec le prépa, on discute des charges de travail de certaines joueuses qui font la passerelle U19, D3, des temps de jeu aussi, le travail compensatoire. On
l'avait mis en place au début de saison. Maintenant, c'est plus compliqué de le mettre en place vu que sportivement, c'est plus compliqué. Donc ça peut paraître, pour les joueuses qui ne jouent pas ou qui ont un temps de jeu assez faible, de le prendre comme une sanction. Donc le travail compensatoire, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est par exemple si je joue... Tu peux faire un petit rappel, il n'y a pas de souci. Ouais. Si je suis titulaire, je joue tout le match, je vais être au repos le lendemain ou avoir des exercices à basse intensité pour éliminer tous les déchets métaboliques que je peux avoir pendant le match. Et celles qui jouent très peu, donc moi je prends souvent temps de jeu inférieur à 60 minutes, ou donc qui ne jouent pas du tout, qui aient un travail pour compenser la charge du match que ses coéquipières viennent d'avoir. Pour que quand on reprend l'entraînement début de semaine, tout le monde ait eu la même charge le week-end. Pour le mardi, donc on a la séance de 16h à 18h. Le mercredi, on commence un peu plus tôt avec un spécifique technique ou athlétique. Donc là, soit la coach me dit bah, tu prends un spé technique, donc soit offensif, défensif, ou alors on met un spé athlétique en fonction des besoins de chacune. Comme l'a dit Julien, la coach elle préfère prioriser le travail avec ballon pour qu'on ait une technique qui soit suffisante en arrivant au match. Donc ça varie à chaque fois. Le spé il dure 30 minutes. Le groupe de joueuses, on a 6 joueuses, j'en prends 3, la coach en prend 3 aussi. Au maximum, on en a 4. Ensuite, à 18h40, on a la séance en salle de musculation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des séances de prévention de blessures, axées sur différents groupes musculaires. Des fois, je peux prioriser un travail au niveau du tendon, des choses comme ça, où certaines sont encore jeunes, donc elles peuvent souffrir d'osgood ou des choses comme ça. Ensuite, on a la séance avec tout le groupe de 19h25 à 21h. Le jeudi, on refait une réunion avec le prépa pour discuter des thèmes de qualité physique à développer sur la semaine, comment moi je l'envisage. Donc voilà, réunion très, très vaste souvent le jeudi avec le prépa physique. On parle même d'un petit peu plus loin dans la saison, comment on envisage les choses au travers de la prépa physique. 16h, de nouveau séance avec le groupe. Vendredi, pareil, séance en fin d'après-midi. Le samedi, repos et le dimanche, match. Donc là, j'ai mis 15h, 17h. Quand on joue à l'extérieur, ce temps-là, il est beaucoup plus important. Et sur cet emploi du temps-là, j'ai mis vraiment que les entraînements, mais des fois j'interviens également avec le groupe UCS pour leur faire passer des tests, leur faire des séances de prévention. En début de saison aussi, je suis intervenu 2 semaines avec l'équipe senior D3 parce que le prépa était parti en sélection. Donc vraiment variable l'emploi du temps, mais souvent ouais, j'arrive à 35 heures largement. Je fais souvent même plus d'heures au niveau de la semaine. Donc voilà, et quand il y a les matchs le dimanche, on a vraiment un emploi du temps chargé. Vu qu'on est en championnat national, on a des déplacements importants. Là, cette année, les plus importants, c'était Lille, Lens. Donc voilà, ça nous prend vraiment toute la journée sur le dimanche où on est parti de 7h du matin jusqu'à 22h le soir. Petite question, les horaires que tu nous annonces là, il y a une volonté pédagogique de placer les horaires telles qu'elles sont placées, ou est-ce que elles sont placées par défaut parce que il y a un problème de disponibilité des installations sportives ou... Ouais, au niveau de ces horaires-là, c'est vrai qu'on est un peu contraint par les terrains. Il y a d'autres clubs qui les utilisent, notamment sur le club de Caen Sud. Au niveau du centre de formation, on est obligé de s'intégrer avec les séances garçons. Donc, ouais, on a une assez grosse problématique là-dessus et on envisage de les placer en début de matinée, fin de matinée. Donc voilà, c'est encore en discussion. Sur les créneaux en matinée, on n'a personne qui utilise les terrains, donc on pourrait le mettre en place. Et après, il faut qu'on voit aussi avec les établissements scolaires si c'est possible. Ouais, c'est vrai que de nombreux cours ont lieu le matin. Ouais, c'est ça. Donc ouais, on n'est pas trop décisionnaire sur ces choix d'entraînement. Julien ? Ouais, moi sur l'emploi du temps,
Donc, déjà, rien qu'en regardant comme ça, on voit que la structure est différente de ce qu'annonce Joseph. Hein. Tes horaires, visiblement, c'est plus le soir, quoi. C'est ça. Déjà, je vous ai mis en rouge, c'est mes séances juste avec la N3 en fait. Donc plus sur la préparation physique. Après en noir, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les U11 ou sur la section collège ou lycée. Donc nous, toutes les séances, c'était variable. En début de saison, on s'entraînait plus vers 18h30 jusqu'à 20h. Là, en ce moment, c'est plus 19h, 20h30. Après, c'est à peu près parce que chaque séance, par exemple lundi, elle dure un peu moins longtemps que les autres séances, par exemple du mardi ou mercredi, qui vont durer plus de temps, suivant le match du week-end. Et puis lundi, c'est la première séance après le match du week-end, donc on met moins de volume, forcément un peu moins d'intensité. Et malgré l'engagement professionnel amatrice des joueurs, vous arrivez à les réunir à 19h? Ouais. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a peut-être un ou deux des fois qui arrivent 10 minutes en retard, mais parce qu'ils sortent du boulot, donc on fait avec forcément. Ils s'échauffent rapidement sur le côté, suivant où on est dans la séance en fait. Et donc voilà, on s'entraîne souvent de 19h à 20h30 en ce moment. Donc lundi, mardi, mercredi, vendredi. Le samedi, donc on a les matchs, la N3 souvent 18h, 20h, sachant qu'on joue en Bretagne, donc des fois on part si on va jouer vers Brest, etc., on part des fois à 8h, 10h le matin, quoi. C'est une volonté de placer les entraînements, donc les plages d'entraînement, je vois à peu près 19h, 20h30, hein. Et les matchs, c'est plutôt 18h, 20h. Est-ce qu'il y a une question de chronobiologie qui rentrerait en compte Ça pourrait, mais comme je l'ai dit, c'est par rapport aux contraintes, des joueurs, en fait. Parce qu'on ne peut pas mettre... ça serait mieux de mettre des séances... après, d'un point de vue chronobiologique, s'entraîner là, on s'en sort pas mal, là, en fait. Oui, d'entraîner à la même heure qu'on joue, je pense que ça peut être bien. Après, d'un point de vue confort, tout le monde préférait s'entraîner le matin ou en début d'après-midi parce que ça les fait rentrer à 21h chez eux. Ils ont fait leur journée de boulot avant. Le lendemain, il faut recommencer le boulot, l'entraînement, donc c'est pas toujours ça. Alors justement, à ce propos, les joueurs arrivent, ils ont comme tu dis, leur journée de boulot dans les pattes. C'est quoi les profils de métier? Est-ce que vous en tenez compte, je sais pas, entre des joueurs qui auraient un profil de métier comme dans le BTP, dans le bâtiment, et qui serait beaucoup plus difficile, des joueurs qui seraient plutôt dans l'administratif et auraient physiquement des journées de travail un peu moins conséquentes. Ouais. Est-ce que vous avez cette problématique-là à gérer? On essaie d'en tenir compte au maximum. Par exemple, on a un joueur qui est souvent titulaire avec nous, qui a joué presque tous les matchs depuis le début de saison, mais il est éboueur, donc ça veut dire que le matin il se lève à 5h, il marche toute la matinée, il descend, il monte du camion jusqu'à 13h. Souvent son après-midi, il se repose, mais souvent quand il arrive le soir, il est fatigué, et puis c'est pas facile d'enchaîner avec les séances. Donc, raison de plus aussi pour pas mettre des séances de 20h à 22h. Ouais, c'est ça. Donc après on essaye d'adapter sur la séance, quoi. Par exemple à la trêve, quand on avait repris, on avait refait par exemple un bloc de 30-30, il va peut-être en faire quelques courses en moins, ou sur les dernières courses, il va peut-être aller un peu. Toi, Joseph, tu as un petit peu moins cette problématique du coup. Ouais, carrément, c'est vrai que c'est plus facile. Les joueuses sont complètement consacrées à leur activité, en dehors du fait qu'elles ont des contraintes scolaires. Ce qui peut varier, des fois, c'est leur emploi du temps par rapport à la pratique de PS en cours. Certaines, on peut le ressentir sur la charge de travail, qui vont avoir des courbatures, alors qu'on n'a pas forcément mis beaucoup d'intensité sur la séance. Et ça, ils nous le font part avec la coach, nous dire voilà, on a eu telle séance de PS, donc voilà. Donc là, on voit bien que vos deux métiers, du coup, sont légèrement différents, parce que là, toi, tu as des joueuses qui, on va dire, quasiment se consacrent qu'à leur pratique footballistique, alors que toi, Julien, la problématique, c'est de prendre en compte aussi la charge physique, de dépenses physiques des joueurs dans la journée, quoi. C'est ça. Puis leur âge aussi, donc. Puis bien sûr, leur âge. Voilà. Donc après, voilà, sur l'organisation de la semaine, mes samedis sont bien remplis parce que le matin, j'ai les 11, l'après-midi, j'ai la N3, donc je passe ma journée là-bas. Puis souvent où on joue, ça fait beaucoup de trajets. Et puis après aussi, j'ai dû le mettre, je crois, j'ai mis le jeudi, j'ai mis 100 joueurs individuels parce que c'est dans le cadre d'un dossier qu'on a pour le master justement, où là, ça me permet aussi de faire un peu la différence entre où je fais que de la prépa physique intégrée pratiquement avec l'équipe sur les entraînements,
là j'ai le joueur tout seul. C'est un joueur qui est de retour de blessure, qui a du mal à revenir. Et du coup, je fais des séances individuelles avec lui. En fait, je fais toute la semaine avec lui. Je peux pas toujours être avec lui parce que y a les séances. Et puis lui, il bosse aussi. Donc c'est pas toujours facile. Donc des fois, je suis là sur une partie de séance avec lui. On va à la salle justement à côté de muscu. Et puis je fais le début avec lui, je lui montre la séance. Et puis si je suis pas là, je lui envoie les séances détaillées. Et moi, ça me permet d'avoir aussi ce côté préparation physique plus en salle de musculation en fait. Donc ça me fait mon expérience aussi sur ça. Alors je vais venir plutôt sur le côté de la compétition. Visiblement, vous accompagnez les équipes tous les deux sur les compétitions. Votre rôle, il se limite à la préparation du match, physiquement pour vos joueuses et joueurs, ou est-ce que vous avez des responsabilités un peu plus importantes qui pourraient être liées à un aspect plus technico-tactique, voire mental? Moi, le coach, il n'y a pas d'adjoint, donc j'ai un peu ce rôle-là. C'est important quand même. Ouais, mais c'est pas facile parce que je suis pas forcément à l'aise avec ça. J'ai pas forcément, même si j'ai un passé de joueur, les connaissances. Et je suis pas forcément légitime à dire à certains, je pense, de faire ci ou de faire ça sur l'aspect plus tactique ou technique. Bien sûr. Je vais essayer de le faire à mon échelle. Après, par exemple, sur l'échauffement d'avant-match, du coup, c'est le coach qui s'en occupe pas, c'est moi qui fais tout. C'est toi qui gères ça. On est bien d'accord. Du début à la fin, il intervient des fois juste sur une partie pour donner 2-3 consignes, mais sinon. Sur ça, donc tu prépares l'équipe physiquement en fait, quand tu es sur le terrain, quoi. Enfin quand tu es avant le match, quoi. Ouais. Et toi, Joseph, comment ça se passe Nous, donc avec la coach, on se divise en deux. L'échauffement, je prends tout le groupe sur une préactivation sans ballon. Après, je continue avec ballon. Là, la coach reprend tout le groupe sur une partie de conserve et après on se divise. Les offensives et les défensives, je prends les défensives, elle les offensives. Et pendant qu'elle fait la conservation, je prends l'échauffement gardien. Donc on se divise vraiment là. Parce qu'il y a ça aussi, il y a les gardiens poste spécifiques en football, hein, bien sûr. La différence, c'est qu'on a un entraîneur gardien. D'accord. Donc sur ça, les gardiens ne s'en occupent pas. Moi, c'est juste les joueurs et puis moi, juste les joueurs en fait finalement. Très bien. Puis au début de saison, le coach, il prenait par exemple comme Joseph, il prenait l'aspect finition, moi je prenais l'aspect plus défensif. Et au fur et à mesure, il m'a laissé plus tout prendre en fait. Est-ce que ça vous arrive, alors je fais référence à un match que tous les footballeurs ont regardé hier, est-ce que ça vous arrive de devoir gérer justement le gardien de but hier de l'équipe de France qui n'a quasiment pas d'intervention pendant le match et qui doit sortir les 2 ou 3 arrêts importants lors des tirs au but. Alors peut-être que vous, en championnat, il n'y a pas de pas de séance de tir au but, c'est plutôt sur les coupes. Ouais, ça. Mais lorsque l'équipe domine, le gardien de but intervient un peu moins, est-ce que vous intervenez, vous, à ce moment-là, pour l'aider à rester chaud, à être prêt à l'intervention? C'est une question. Moi, personnellement, non. Après, on a un jeu où le gardien il participe beaucoup au jeu aussi. Donc, et puis finalement, même quand on a le ballon, c'est pas le gardien, il reste sur sa ligne et puis il attend, il monte sur le terrain, il donne de la voix pour guider ses coéquipiers, etc. Donc il est moins actif physiquement, mais il reste connecté au jeu plus cognitivement, quoi. Donc moi, je le fais pas personnellement. Ouais, non, c'est un peu la même chose. En plus, pendant le match, c'est que par rapport aux délégués, on n'a pas le droit non plus de faire tout et n'importe quoi, dans le sens où on ne peut pas se lever et se dire bon, voilà, je vais aller voir la gardienne pour lui dire un mot. Mais non, sur les échauffements ou pendant le match, je pars réchauffer certaines joueuses. Ça nous arrive de dire un mot à la gardienne, mais sans... Alors par contre, vous avez le droit, on le voit sur les matchs pro, que les joueurs puissent s'échauffer à côté. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous les suivez à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Voilà. Sur l'organisation des séances, donc on a décidé de faire une diapositive commune, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait le même fonctionnement tous les deux et la même relation avec le ou la coach. Donc sur le rendez-vous avec le coach, on échange sur les axes, orientation de travail de la semaine. Donc ça peut se faire en début de semaine, soit la veille de la séance. Moi, personnellement, la coach, elle va me demander, va me donner la thématique qu'elle veut aborder.
je vais lui donner par exemple des recommandations par rapport aux distances, au temps de travail, des choses comme ça. Et moi, à l'inverse, c'est moi qui vais lui dire bah, sur cette semaine, j'ai envie de développer ça pour suivre la planification que j'ai mis en place. Donc voilà, on se donne rendez-vous majoritairement en face à face, mais on communique beaucoup par message aussi. Ouais. Et moi, c'est la même chose, souvent on se donne rendez-vous, enfin on essaye parce que c'est pas toujours facile avec les emplois du temps, mais en début de semaine ou en fin de semaine, le vendredi, pour préparer la semaine d'après, dire ce qu'il attend. Et ça rejoint la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, mais par exemple, bah, y a des semaines où il va te dire moi j'aimerais qu'on soit fort sur les transitions en match par exemple. Donc du coup on va essayer de développer certains aspects suivant cette thématique-là en fait, et puis après on adapte par rapport aux séances. Après moi, avec le coach, comme j'ai dit tout à l'heure, il a beaucoup de connaissances sur ça, donc il m'aide bien, mais c'est aussi beaucoup lui qui gère sur cet aspect-là. Donc moi, on échange, il me demande souvent ce que j'aurais fait, donc on échange par rapport à ça, et puis on essaie de caler la semaine comme ça, la plupart du temps. Alors, oui, tu disais, toi Joseph, beaucoup de communication par téléphone ou visioconférence peut-être, je sais pas, mais c'est quand même pas évident. Vous avez un gros déplacement en Bretagne ou à Lille ou à Lens, comme tu disais. J'imagine pour relancer la semaine le lundi, le temps il est compté quoi. Oui, le lundi souvent on échange plus par message que directement. Et c'est plus les jours qui précèdent le lundi où là on va se donner rendez-vous au bureau et on voit ça en face, quoi. Voilà, donc après pour suivre un peu ce qu'on vient de dire suivant ce qu'on échange avec le coach, on va préparer le contenu de la semaine, donc soit en début de semaine ou alors la veille de la séance. Moi souvent, en tout cas quand c'est des parties plus athlétiques, j'envoie au coach, il valide et puis ou alors on corrige ça ensemble, enfin voilà. Après, je sais pas si toi, Joseph. Moi je fonctionne un peu de la même façon. Sur la préparation terrain, on se donne rendez-vous au centre, ensuite on y va ensemble. Et là, pareil, on est 1 heure avant le début de séance où on installe nos ateliers, nos différents ateliers. À chaque fois, on essaye de faire en sorte que il y ait des transitions rapides entre les ateliers, que les joueuses finissent un atelier et n'attendent pas derrière. Donc on veille à ça pour qu'il y ait vraiment une dynamique sur tout le long de la séance. C'est ce que nous disait Franck Doudet, lui il joue beaucoup sur la continuité, l'enchaînement des tâches, ouais, c'est pour ça. Justement éviter les trop grands temps d'arrêt, même si il faut penser à la récup quand même. Ouais. Oui, c'est clair. Mais souvent, l'échauffement il conditionne pas mal la séance. Si on voit qu'il y a un échauffement où elles sont à 2 à l'heure, ça discute un peu, ça peut être dur sur le reste de la séance. Donc vraiment l'échauffement il est important pour bien conditionner le reste de la séance. Après sur les temps de séance, moi souvent j'ai tous les débuts de séance donc sur l'échauffement. Donc pareil, c'est vu avec le coach, des fois il veut un échauffement plus technique, des fois sans ballon, des fois un peu plus ludique, donc ça on adapte. Et après sur le reste de la séance, je l'aide sur le reste de la séance. Des fois il divise le groupe en deux, lui il va prendre un groupe sur une conserve par exemple. Moi il va me demander d'animer un taureau ou sur le travail de finition, enfin voilà, ça peut varier, mais on est là pour l'accompagner, essayer de le décharger au maximum des autres tâches, quoi. Soulager au maximum, bien sûr. Sur cette partie-là que vient d'évoquer Julien, c'est la même situation pour moi. Je prends le groupe au début, ensuite on divise le groupe en deux avec la coach en fonction des problématiques qu'elle veut travailler. Sur la pré-séance, c'est là où ça diffère légèrement. Le recueil de la RPE, donc je le prends pas avec un stylo ou une feuille juste après la séance. Elles ont une application, je vais vous la présenter juste après. Et donc là, elles sont autonomes là-dessus. On a un questionnaire avant, après séance. Donc ça, je m'en occupe pas, j'ai juste à recueillir derrière les données par rapport à cette appli-là. Et moi, j'avais proposé au coach justement qu'on utilise cette appli-là. Et on avait hésité, lui préférait qu'on utilise plus le crayon et le papier en fait. En fait j'ai une feuille plastifiée avec un stylo et puis comme ça après la séance je vais dans le vestiaire. Je demande à chacun... c'est des échelles de sensations que tu remplis. C'est ça. En gros c'est le ressenti de la séance par rapport à leur état de forme, comment ils ont ressenti la séance. 0,5 0,10. 0,10. Voilà, donc 10 c'est le maximum et 0 c'est qu'on n'a rien. Oui bien sûr.
C'est trop. Ouais. Donc et là, l'appli elle permet de faire ça. Ouais, bah, je vais la présenter un petit peu plus juste après. Et moi, c'était un souhait du coach pour qu'on puisse, enfin, qu'il y ait ce contact avec les joueurs et qu'ils puissent plus facilement dire s'ils ont des Retour petits direct. pépins physiques ou quoi, qu'ils ne diraient peut-être pas avec l'application. Très bien. Donc l'organisation des séances d'entraînement, cette planification-là, on la suit en intégré et en dissocié. Donc le lundi, comme je l'ai dit, on est en repos, on est à J+1 par rapport au match. À J+2, on reprend l'entraînement. Donc là, on vise une thématique autour de l'aérobie. On est en faible intensité pour être sûr qu'on élimine bien les déchets qui peuvent être encore liés au match et qu'on n'accentue pas les éventuelles courbatures qui peuvent rester du match. Le mercredi, on commence en salle de muscu sur une thématique autour de la prophylaxie, donc prévention de blessures. Et sur le terrain avec tout le groupe, on est autour d'une dominante force, donc avec des espaces réduits. Parfois, je prends une partie dissociée, mais en majorité, on reste sur de l'intégré en faisant des rappels de dissocié. Parce que la qualité technique, elle peut dégrader ce qu'on cherche à développer autour de la force. À jeudi, donc J-3, on est en PMA plus vitesse. La vitesse, on fait souvent une partie en dissocié pour être vraiment en prévention de blessures, surtout au niveau des ischio-jambiers, pour qu'on retrouve un régime de contraction propre à un sprint qu'on peut retrouver en match. Sinon, sur la partie intégrée, donc on va être sur des plus grands espaces qui vont nécessiter des courses. J-2, on est en vivacité. Donc là, sur cette partie-là, j'aime bien faire des ateliers ludiques qui sortent un peu du cadre de la pratique. Toujours une partie donc dissociée en ludique autour de 5-10 minutes et toujours une partie intégrée avec ballon autour de la vivacité. Le samedi, on est en repos et donc le dimanche, on joue le match de championnat. Vous jouez systématiquement le dimanche? Ouais, mis à part les matchs de coupe qui peuvent être placés en semaine ou aussi le week-end. Ça attend encore. Donc ouais, au niveau de l'application, Ça, c'est l'application MyCoach. Là. MyCoach. Ouais. Donc tout le centre de formation la détient. Donc là, la joueuse, elle va remplir le questionnaire avant, après séance, avant et après match. Donc le questionnaire, il se base sur l'énergie générale, la fraîcheur musculaire, l'humeur et le sommeil. Donc comme l'a dit Julien, ce questionnaire-là, il est sur une échelle de 0 à 10. Et la problématique qu'on peut avoir, c'est que certaines joueuses peuvent tricher légèrement sur cet état de forme-là, notamment les veilles de match. Si la coach voit que la joueuse n'est pas à 100%, elle pourrait se dire bon bah je la prends pas ce week-end. Donc sur cette partie-là, c'est un peu compliqué. Comme l'a dit Julien, la partie avec feuille, on peut plus ressentir vraiment. On a vraiment un contact direct avec le joueur ou la joueuse qui nous permettrait d'être un petit peu plus précis. Donc ça influence vraiment beaucoup la coach de connaître l'état de forme de la joueuse la veille du match. Ouais, pas mal. Si elle a des questions pour faire ses choix. Sur deux joueuses qui jouent le même poste, elle va privilégier une joueuse qui est peut-être techniquement un petit peu plus faible, mais plus en forme qu'une autre joueuse. Donc l'image au milieu, ça nous permet d'éventuellement distinguer si la joueuse a des douleurs. Donc là, j'ai pris les douleurs musculaires. On a aussi une autre image qui nous permet de discerner les douleurs articulaires. Et l'image tout à gauche, ça c'est le tableau que je reçois donc à la fin de chaque semaine d'entraînement, où là je vais pouvoir distinguer les charges de travail propres à chaque joueuse en fonction des séances. Donc ça me permet de voir si moi, par rapport à ma planification, je suis bien au niveau de la charge de travail, voir si certaines joueuses sont au-dessus ou en dessous de ce que j'attends, et donc d'adapter après ensuite sur les entraînements qui suivent, peut-être délâcher une des joueuses du groupe pour que soit elle augmente sa charge de travail, soit elle la diminue. Donc autour du testing, comme je l'ai dit, on dispose de
plusieurs outils au centre de formation. Donc ça permet vraiment d'avoir une planification individualisée, propre à chacune. Ces tests-là, ils commencent en pré-saison avec les tests fonctionnels. Donc on peut avoir les tests de souplesse, tests FMS. Ensuite, on a le test VMA, le test VMI, test de vitesse et test de force. Donc ces tests-là, on les réalise plusieurs fois dans l'année pour voir s'il y a une évolution ou pas, si certaines sont en dessous des attentes qu'on s'était fixées avec la coach, on va rajouter un travail compensatoire. Donc au niveau des tests de vitesse, on a la chance de pouvoir les faire avec les cellules. Il y a plusieurs clubs qui n'en disposent pas encore. Test de force, ça va du test simple avec des tests de saut aux tests qu'on peut faire en test de musculation comme les reps max. Donc voilà, c'est vraiment essentiel pour bien planifier ces charges d'entraînement, les contenus, à réadapter en fonction ou pas de l'évolution la planif. Et les tests, on essaye avec la coach que ça soit dans des semaines où ça n'impacte pas la préparation du match. Donc il faut vraiment que ces tests-là, ils soient faits sur des jours où on sait que derrière, on n'a pas une échéance importante pour pas que les joueuses soient trop fatiguées ou ces choses-là. Voilà pour cette partie-là. Une question. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Pas de souci. Zakaria Laki, étudiant à STAPS, je suis d'origine marocaine. J'ai une petite question par rapport au testing. Ton sport Foot. Ah, dedans. Pour le testing, pour ses qualités physiques, est-ce que vous utilisez des applications mobiles qui ont validées scientifiquement? Par exemple, pour tester la vitesse, il y a MySprint. Pour la force, il y a MyChampion. Est-ce que vous utilisez ces applications ou non? Ou d'autres choses? Sur les tests de force, moi je vais principalement utiliser l'application MyJump, donc ce qui nous permet d'avoir la détente verticale des joueuses. Test de vitesse, ouais, il y a MySprint, mais étant donné qu'on a des cellules, on n'a pas forcément besoin de l'application MySprint qui peut être moins précise comparé à des cellules photoélectriques. Sur les tests VMI, VMA, les applications que je vais utiliser, c'est juste pour avoir les bandes sonores sur la réalisation du test. Donc je vais utiliser ces applications-là avec une enceinte pour vraiment faire le protocole du test. Sur le test VMI, on est sur un 3015 IFT, donc j'utilise cette application-là. Mais sinon, test fonctionnel, pas d'application, c'est le test FMS. Donc là, on a un protocole bien identifié par rapport à ce test-là. L'application que je peux éventuellement utiliser, c'est pour avoir une mesure d'angle. Par exemple, si je sais que pour les ischio-jambiers, si tu t'allonges au sol, tu lèves ta jambe le plus haut possible. Là, par exemple, je vais prendre en photo la joueuse et utiliser l'application pour avoir l'angle que fait sa jambe par rapport à son tronc pour obtenir la mesure d'angle. Mais sinon, non, à part MyJump où c'est vraiment l'application qui nous permet d'avoir la donnée, j'en utilise pas plus que ça. Donc moi sur l'organisation des séances de la semaine, comme je l'ai mis, c'est variable. Là, sur le mardi, on l'a enlevé ces derniers temps, donc il n'y a plus. Mais du coup, on l'a décalé, c'est combiné avec celle du mercredi. Sur la séance du lundi, on est plutôt à l'image de Joseph, lui c'est le mardi, mais parce qu'on joue le samedi, nous. Sur de l'aérobie basse intensité, de la prévention et du travail axé sur la technique pour faire tourner les jambes. Le mardi, on est plus sur le travail de force et travail de prévention à l'image du préchauffement collectif qu'on fait plus, mais que je faisais beaucoup en début de saison avec les joueurs donc avant la séance. Pareil sur le travail de force, du coup, on n'a pas de salle de musculation, mais on fait tout sur le terrain directement. Donc à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, sur du travail intégré. Après, ça peut des fois être dissocié ou sur la fin de l'échauffement, par exemple, si on veut travailler un peu la pliométrie, si on veut travailler un peu l'explosivité, je peux rajouter des exos sur la fin de l'échauffement pour commencer la séance à travailler sur ça.
et vraiment à être focus sur ça, qu'il n'y ait pas l'histoire du ballon quoi, qui rentre en jeu, une part de hasard, on va dire. Le mercredi, on est sur une séance qui va se rapprocher de ce qu'on peut trouver en match, donc sur de l'aérobie haute intensité avec du travail de vitesse, notamment travail de vitesse qu'on a fait en début de saison, tout simplement sur des sprints, ce qui permet d'être la meilleure prévention, notamment pour les ischios, pour éviter les blessures. Le jeudi, on est toujours sur du repos. Pareil, vendredi, c'est travail vivacité, principalement avec une séance avec quand même de l'intensité, mais moins de volume. Et donc le samedi, on est sur le jour du match, tout simplement. Et le dimanche, le repos. Ouais, justement, il y a une différence, tu dis dimanche, Ouais, c'est ça. Julien le samedi. Sur la J+1, donc c'est repos complet. Ouais. Ouais. Donc moi sur les outils testing, comme je dis, j'ai pas forcément trop de matériel, donc tout ce qui est test de force, j'ai pas fait. Pareil, test de vitesse, j'ai pas fait. Test fonctionnel, on a une équipe médicale. Moi, j'avais proposé au coach de faire, par exemple, le test FMS sur l'ensemble des joueurs. Il n'était pas forcément OK pour que je fasse, donc j'avais les résultats des tests fonctionnels faits par un podologue, mais pas sur l'ensemble des joueurs. Donc moi, j'avais sur la partie des joueurs que j'avais, je leur ai fait un programme de préchauffement, de routine par rapport à ça. Mais du coup, on n'a pas retesté, donc finalement, il n'est plus très utile maintenant. Donc c'est pour ça qu'à l'avenir, ça peut être un axe d'amélioration aussi, sur un meilleur suivi. Après, sur le test, on ne fait pas de test VMA, on n'a fait qu'un test VMI. Puisqu'en fait, sur le test VMI, tu as juste à enlever 1,5 à 2 par rapport à ton résultat, et ça te permet d'obtenir ton test VMA. Et pareil, c'est toujours dans l'optique en fait, de gagner du temps pour le coach. C'est ça. C'est ça, donc c'est vraiment pour gagner du temps sur ça. Et ça se fait plutôt bien. Et puis sur la RPE, comme j'ai dit, je fais crayon-feuille. Et puis tout ça, ça va permettre d'individualiser au maximum, même si on pourrait plus le faire. Mais vu avec le contexte, c'est pas forcément toujours possible. Donc on fait du mieux possible. Donc les rôles et mes missions au club, donc c'est principalement la prise en charge du groupe sur les temps athlétiques. Ce temps-là, ça représente un temps inférieur par rapport au temps qui est nécessaire pour créer la séance, au temps nécessaire pour rentrer toutes les données des tests qu'on vient de passer. Ensuite, la prise en charge d'un groupe sur d'autres temps de séance, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur les spécifiques techniques offensifs, défensifs, l'aspect gardien. Ensuite, la prise en charge des joueuses en réathlétisation. Donc ça, je le fais en lien avec le kinésithérapeute de l'équipe ou alors la doc. Donc à partir du bilan du docteur ou du kiné, il me donne les axes pour la joueuse à développer, sur les régimes de contraction qu'elle doit faire pour revenir. Donc je lui envoie mes séances de réathlé, il me les valide, on les réajuste ensemble et ensuite c'est moi qui les fais passer à la joueuse directement sur le terrain. Il y a aussi une partie logistique avec la prise des rendez-vous médicaux que je prends directement, soit avec le kiné, soit avec la doc en fonction des demandes des joueuses, faire les navettes, des fois sur les séances d'entraînement entre le terrain délocalisé et le centre de formation. Et rarement le linge, quand ça arrive avec la coach, on est chargé de récupérer les tenues d'entraînement des joueuses qui n'ont pas la possibilité certaines fois de le faire à l'internat. Donc moi sur mes rôles et missions, ça va être principalement assez proche. Donc c'est la prise en charge du groupe sur les temps plus athlétiques, donc j'ai dit tout à l'heure échauffement, que ce soit en match ou aux entraînements. Sur les temps de prévention, plus de testing, même si, comme j'ai dit, on en fait moins. Et sur les temps de développement, donc plus préparation physique en fait. Après, comme j'ai dit pareil tout à l'heure, on est sur l'aide au coach, donc sur les autres temps de séance, d'euro, finition, duel. Suivant donc le testing, comme j'avais fait au début de saison, c'est la mise en place de préchauffement collectif individuel aussi. Et puis pareil sur mon dossier donc, que j'ai fait, où j'expliquais que j'étais avec un joueur en individuel, et je l'aide principalement sur ça, sur les joueurs qui ont plus de mal à revenir de blessures, et je le fais pareil avec d'autres joueurs qui des fois ont certaines problématiques ou une gêne à répétition à l'ischio ou
problèmes lombaires, etc. On essaie de trouver ce qui se passe et puis en relation avec la cellule médicale et puis on adapte en conséquence par la suite. Oui, Maël? Je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu voulais dire par pré-échauffement exactement? En gros, préchauffement, c'est que quand je dis préchauffement, en fait, c'est un peu prévention, c'est la même chose. Enfin, pour moi, dans mon esprit, quand on le fait, c'est que on va focus, par exemple, s'il y a une séance, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, le mercredi sur de la vitesse, et on va commencer à solliciter avant le début de séance, donc c'est encore au vestiaire en fait, les ischios par exemple, pour que comme ça, il y a entre guillemets moins de risque de blessure sur ça. En gros, c'est principalement ça. Et puis du coup, quand je disais préchauffement, c'est par rapport au test, par exemple, le podologue, sur certains joueurs, il disait qu'il avait un déficit, par exemple, sur la chaîne postérieure, et du coup, on va focus des exercices avant séance sur cette chaîne-là pour combler le déficit, en fait. Mais ça, c'est important de retester et de le refaire plusieurs fois dans la saison pour pouvoir ajuster, parce que si tu as réussi à combler le déficit, tu ne retestes pas, tu continues, en fait, il va y avoir un déficit inverse, etc. En fait. Donc, c'est des choses qu'il faut toujours savoir remettre au fur et à mesure de la saison. On va passer sur les projets personnels de formation et professionnels. Donc moi, ma première expérience... Par rapport à vos expériences, ça va, tout est clair, pas de questions, hein, on a eu une démonstration très précise, parfait. Ouais, donc comme je le disais, ma première expérience a été celle de préparateur physique U16, la saison précédente. Actuellement, la préparation physique des U19. À court terme, j'aimerais continuer donc d'occuper ce poste de préparateur physique au sein d'une équipe de centre de formation, donc que ce soit avec des U17, des U19. Donc vraiment accroître cette expérience-là de terrain auprès d'un public différent, que ce soit dans un sport collectif différent aussi, pour vraiment avoir une panoplie large autour de la préparation physique. Et à plus long terme, j'aimerais continuer donc dans une structure de haut niveau ou alors une structure indépendante à mon compte ou une structure indépendante co-gérée par un autre préparateur physique. Donc vraiment essayer d'aller progressivement vers une préparation physique individuelle, mais pour le moment je me consacre vraiment sur une préparation physique autour d'un club et autour d'un staff dans une équipe de centre de formation. Au niveau du projet personnel de formation, donc j'ai validé ma licence STAPS ES qui m'a permis vraiment d'avoir des bases sur le domaine de l'entraînement, d'acquérir aussi une méthodologie de travail, que ce soit avec les dossiers, les oraux. Donc c'était vraiment essentiel de la valider. Et via le master, ça nous permet d'approfondir les connaissances qu'on a pu voir autour de l'entraînement. Étant donné qu'on a acquis une méthodologie de travail aussi en licence, ça nous permet dans plus des cours aller voir ce que les études nous disent au fur et à mesure des années, que ce soit dans les livres aussi. Parce que la prépa physique, c'est vrai qu'elle s'actualise au fur et à mesure des années en fonction des connaissances scientifiques qui nous parviennent. Et à la suite de ce master, éventuellement, continuer de me former avec un diplôme universitaire. Je ne sais pas encore autour de quelle thématique, que ce soit de la nutrition, de la réathlétisation. Ça dépendra vraiment du contenu théorique qu'on apprendra en master et donc des lacunes éventuelles que j'aurai. Alors, on sait qu'en ce moment, la phase pour postuler au master, on en arrive à la fin. Hein. C'est ce soir, donc vous avez encore quelques heures pour rectifier vos demandes. Joseph, peux-tu expliquer, toi, sur quel profil tu as été recruté au master, ton niveau en termes peut-être de notation, qu'est-ce qu'on t'a demandé en fait? Pour vous deux d'ailleurs, c'est pareil? Ouais. Moi, je sais que sur la plateforme Mon Master, sur les différents masters auxquels j'ai postulé, on nous demandait vraiment nos semestres, les notes qu'on avait eues au semestre. Donc là-dessus, ça allait, j'avais un assez bon niveau. Je ne sais plus avec quelle moyenne j'avais fini en licence. Et également un vécu au niveau des expériences de stage. Donc ça, je pense que ça joue aussi. Ça, c'est primordial, ouais. Bien sûr. Mais voilà, c'était surtout sur mes premières années de STAPS où c'était dur. Là, j'avais beaucoup de mal.
j'avais validé avec 10 de moyenne. Et c'est par la suite où en fait j'ai trouvé ça plus en plus Plus intéressant. Ouais. Plus motivant, on va dire. Ouais. Moi, Et c'est toi, la même Julien? chose. Hein. Moi aussi, c'est la même chose. Je pense que sur le stage, j'avais plutôt des bonnes notes sur la licence. En fait, je suis monté plus au fur et à mesure. Je crois en L1, j'avais dû avoir... Monter en compétence, on va dire. Ouais, j'avais dû avoir 10 en L1 sur les 2 semestres. En L2, j'avais dû avoir 11 et j'avais fini en L3, j'avais fini à 13, je crois. Ouais, quand même. Vous voyez. Donc je pense qu'ils prennent plus en compte la L2 et la L3, principalement. Ouais, le premier semestre de L3, forcément. Et, Le S5. C'est pour ça qu'on savait un peu. Et puis le S4, ouais. Je sais que pendant notre promo en L3, tout le monde avait. Enfin, c'était donné à fond sur le premier semestre de L3 parce qu'on entendait souvent que c'était le plus important. Donc, vous aviez fait d'autres. Vous aviez postulé sur plusieurs masters Ouais. ou sur celui-ci Plusieurs en masters, particulier? Ouais, plusieurs masters. S'il vous plaît, on essaye de rester encore un peu concentré. Oui. Ouais, j'avais postulé sur plusieurs masters. Et étant donné que je savais déjà que j'allais continuer à Malherbe, je préférais. Tu préférais que ce soit ouais. localisé. Ouais. Pour me permettre aussi, sur les semaines de cours, de venir sur 1 ou 2 séances en club aussi. Et toi, Julien? Moi aussi, sur plusieurs masters. Je n'étais pas trop mal classé à celui de Lyon. Je pense que si j'avais un peu attendu, j'aurais peut-être pu être pris là-bas, mais pas forcément Mais sûr. tu as Donc d'abord été pris ici. c'est ça, j'ai été pris avant ici et j'ai préféré rester ici. D'accord. Donc l'importance de faire plusieurs demandes pour pouvoir faire aboutir le projet. On avait 15, je crois qu'il y a 15 demandes qu'on peut faire, je crois, comme ça. Moi, j'avais fait 15 demandes, je crois, sur... À 15 demandes. Ouais. Donc si vous n'en avez fait qu'une, vous avez encore quelques heures pour en faire 14. Donc après... Projet professionnel de Julien, on reste attentif, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Sur mon projet personnel, ça ressemble plus ou moins à celui de Joseph. Donc là, j'ai ma première expérience cette année, qui est plutôt formatrice. L'année prochaine, j'aimerais être plus autonome sur la préparation physique d'une équipe, donc que ce soit 17, 19 ou N3, mais sur un plan plutôt national, ou alors potentiellement être sur un plus haut niveau, par exemple N2, même si c'est pas facile à trouver, surtout dans la région, en lien forcément avec un préparateur physique, pour encore plus découvrir, approfondir mes connaissances, pour ensuite arriver par la suite on se prédestine par rapport au master à intervenir sur du haut niveau, que ce soit dans le football ou une autre discipline. Pourquoi pas par la suite arriver à ce niveau-là, et puis pourquoi pas par la suite. Ça, c'est une pensée que j'ai pour l'instant. Après, je verrai au fur et à mesure, mais pareil, peut-être ouvrir une structure ou alors évoluer dans le haut niveau. Je sais que maintenant, dans les clubs, il y a des responsables de la performance et pas forcément être que préparateur physique, donc pourquoi pas par la suite arriver jusqu'ici. Très bien. Et sur le projet de formation, du coup j'ai ma licence. Comme a dit Joseph, je ne vais pas répéter, ça nous permet d'avoir les bases de travail. Master pareil. Après j'aimerais faire potentiellement un DU, pareil sur un autre thème. En fait ça va dépendre du master suivant où... Mais plus spécialisé quoi. C'est ça. Si on va aller assez loin dans la nutrition ou réactivation par rapport à ce que j'attends. Et plus sur l'aspect foot, passer peut-être mes diplômes BMF, BF. Parce qu'il me semble que à plus haut niveau, pour jouer à plus haut niveau, c'est nécessaire pour être sur le banc, d'avoir un diplôme fédéral. Ouais, donc, ça me paraît indispensable, oui. Tout à fait. Donc, moi, je ne sais pas comment marche le foot, mais ça me paraît très logique. Ouais, donc c'est pour ça. Et ça peut être aussi une solution pour les clubs, suivant le club où j'irai, de pouvoir passer un BMF ou un BF, sachant que tu peux le faire en alternance. Ça peut être une solution d'être pris en alternance sur le BMF, d'avoir une équipe, tout en continuant à être sur la préparation physique de l'équipe première, par exemple. D'accord. Donc après, c'est moins être dans le haut niveau, du coup, mais ça peut être une porte de sortie intéressante, je pense. Oui, intéressant. Très bien. Alors, le master. Rapidement, pardon, sur le master, donc les points forts. C'est encore un petit quart d'heure. Ouais. C'est les cours proposés à Camp Training avec Johan Franchquin, où on alterne vraiment la pratique et la théorie dans sa salle de musculation. La maquette des cours elle est orientée vers les problématiques liées au haut niveau. Comparé à la licence, certains cours pouvaient être un petit peu en dessous des attentes du haut niveau. Les intervenants extérieurs qui viennent sur les temps de formation diffèrent à chaque fois, ont un vécu intéressant par rapport au haut niveau et
au niveau professionnel notamment. Et enfin, sur la pratique terrain, ça nous permet d'avoir vraiment des connaissances qui se développent au fur et à mesure de l'année, parce qu'on est 2 semaines en club et 1 semaine en cours. Sur les points faibles, enfin, c'est en même temps un point fort et un point faible, parce que du coup sur les semaines, on est 1 semaine en cours et après on est 2 ou 3 semaines, ça dépend, en structure, donc ça permet d'avoir vraiment du terrain. Mais du coup sur les semaines de cours, on est pas mal chargé, ça demande pas mal de concentration, donc c'est pas toujours facile. Donc ça peut être un point fort mais un point faible aussi. Et on a mis les cours axés sur la recherche, c'est qu'il y a certains cours qui sont, en fait tous les cours sont intéressants, mais des fois c'est un peu trop sur la recherche pour ceux qui voudraient par exemple faire un doctorat. Donc forcément c'est un point fort pour ceux qui viennent en master pour faire un doctorat. Mais en tout cas pour nous, on voudrait... plus de préoccupations professionnelles, c'est plus limitant. Ouais. Mais c'est la fac, oui, donc sûr. cette option recherche est fortement impulsée en général. C'est ça. Ouais. Mais du coup, sur chaque semaine de cours, notamment... sur cette première semaine, sur ce M1, vous devez valider vos stages ou vous avez des rapports de stage à faire Oui, en fin avec des soutenances, un peu comme sur le modèle de la licence 3. C'est ça, sur la première année. Mais du coup, c'est vraiment le point fort, c'est le premier qu'on a mis, c'est à Camp Training, où sur le S1, en fait, ils nous ont mis tous les cours de préparation physique pour qu'on soit le plus calé possible dès le début dans nos clubs, en fait. Donc c'est un master relativement centré sur la préparation physique? Sur le S1, oui. Après, on commence à aborder tous les aspects autour de la préparation mentale. Ouais. Et là, la dernière semaine qu'on a fait, il y a Sylvain Laborde, c'est un professeur qui est en Allemagne, à Cologne, qui est spécialisé sur ça, qui est venu exprès pour nous faire des cours sur la semaine. Et voilà, donc il y a vraiment il y a de la qualité dans nos intervenants, quoi. Là, rapidement, les valeurs et les conseils qu'on peut vous donner. Donc, au niveau des valeurs, pour intervenir en tant que préparateur physique, forcément, comme d'autres domaines professionnels, il faut être discipliné, honnête et respecté sur le staff, les joueurs et les personnes qui nous entourent. Ce qui diffère sur les autres métiers, c'est qu'il faut vraiment avoir un esprit d'équipe. Donc on est vraiment au sein d'un groupe, au sein des joueurs, au sein d'un staff avec qui on doit communiquer, que ce soit le kiné, la coach, le doc. On a vraiment plusieurs intervenants auxquels on doit communiquer, avec qui on communique fréquemment. Après, plus sur l'aspect honnêteté, faut se dire les choses. Parfois, c'est pas facile. Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ou de dire, que ce soit nous qu'on le dise à quelqu'un ou qu'on nous le dise personnellement. Savoir être honnête, ça permet de faire avancer tout le monde, je pense, notamment dans les moments difficiles. Et puis, avoir du respect, savoir respecter sa structure, c'est important. Mais surtout, l'important, c'est que la structure vous respecte aussi, en fait. Oui, bien, forcément. Et même si, je pense qu'au début, c'est comme nous, on commence, on n'est pas forcément pas payé comme on voudrait, mais c'est normal, c'est le début. Il faut savoir aussi l'encaisser, mais il faut savoir aussi poser des limites et avoir une certaine reconnaissance. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est qu'il faut bien que vous compreniez que l'investissement personnel est très important, quoi. Hein, on ne fait pas ce métier-là pour l'argent, on le fait d'abord pour se former en début de carrière, puis forcément, au fur et à mesure, naturellement, il faut bien vivre, donc il faudra se faire un salaire en conséquence. C'est ça. Ouais, en gros, ça au début, il faut savoir faire le dos rond, quoi, peut-être un peu, et puis... le dos rond, c'est une bonne expression. Avec le travail, et je pense avec le travail, si vous êtes investi, travailleur, ça payera forcément, donc c'est ce que je me dis en tout cas, enfin c'est ce qu'on se dit avec Joseph. Sur les perspectives d'avenir, plus dans le foot, on parle plus dans le football, mais il n'y a pas que le football dans la Normandie, mais sur le football normand, ça peut paraître compliqué, surtout ces derniers temps. Là, je vous ai mis les classements, mais c'est par rapport au classement, par exemple, Granville, qui aurait une 2 qui risque de descendre. Malherbe, on connaît la situation. Le Havre, pareil. Les clubs normands sont un peu en difficulté. Voilà, les clubs de haut niveau normands peuvent être un peu en difficulté. Donc, sur l'avenir dans le football normand, il n'y a pas beaucoup de place. Ça veut dire que dans votre futur métier, il ne faut pas hésiter à postuler en dehors de la... Ouais, c'est ça. Ne pas avoir peur de bouger. De ça. Et puis là, j'ai mis ça. Il y a les championnats aussi. Même si N3, c'est pas encore le haut niveau, mais et ça commence à... travailler à l'étranger, ça pourrait vous intéresser?
Ouais. Oui, mais plus à la fin du master. Ouais, après, oui, il faut d'abord finir la le master. formation, ouais. c'est ça. J'imagine que vous avez une formation en anglais ou... Ouais, un peu- aussi, ouais. Ça. Mais du coup, ouais, le club de N3, il y a beaucoup de clubs. Il y a la refonte des championnats, donc il y a 4 descentes cette année. Il y aura moins de poules l'année prochaine. Donc beaucoup de Ouais, clubs. donc c'est une année difficile. C'est ça, beaucoup de clubs autour de l'agglomération de Caen, l'AG Caen, PTT, Alençon, Flers, Saint-Lô, Grand QI qui sont aussi sur le. Je parle que de la N3 un peu en Ouais, difficulté. bien sûr. Après, tu as d'autres clubs comme Vire, Div Cabourg ou Dieppe qui peuvent potentiellement aspirer à monter en N2 aussi. Donc voilà, c'est. Il y a des pour, il y a des contre. Après, sur l'aspect en dehors du foot, il y a d'autres clubs. Par exemple, le basket, il y a le CBC, il y a les Vikings pour le hockey et le hand. On Il y a la Mondeville JS aussi en Cherbourg. féminin, en basket. Ouais, le basket. Il y a la JS Cherbourg aussi dans le hand. Après, j'ai pas énuméré tous les clubs, mais il n'y a pas Il que y a le des foot. possibilités quand même. Voilà. Puis après, il y a aussi les activités individuelles. Hein. Il y a Ouais, c'est sûr. des pratiques individuelles qui peuvent réaliser des débouchés. Juste une chose, alors Julien, je ne sais pas si tu as un profil, mais Joseph, c'est comme ça qu'on correspond. Toi, tu es sur un profil professionnel aussi LinkedIn. Est-ce que ça t'aide dans ta prospective de stage ou... S'il Ouais, vous plaît. sur le stage à Guingamp, ça m'a pas mal aidé. C'est comme ça que j'ai trouvé. Sans faire de pub, hein, mais... Ouais. C'est vrai que ça m'a pas mal aidé. On peut facilement contacter d'autres préparateurs physiques, que ce soit dans d'autres pratiques sportives. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Il me semble que tu avais contacté Franck Doudet d'ailleurs, non? Ouais. Pour faire une interview ou non, pour faire un stage? Ouais, au final, moi, mon emploi du temps avec le C'était club, pas compatible. c'était compliqué, donc de le caler en même temps. Mais oui, non, c'est vrai que c'est une plateforme intéressante et que je vous recommande pour trouver. Donc les réseaux sociaux à travers cette structure professionnelle. C'est ça. Toi, Julien, tu n'as pas choisi encore Moi, j'ai LinkedIn, mais c'est vrai que je m'en sers pas assez, je pense. Tu t'en sers pas Après, assez. par contre, l'aspect LinkedIn, c'est d'avoir des contacts. Ouais, bien Et sûr. cet aspect-là, il est important. Je pense que, par exemple, moi, le coach, il vient du monde pro, donc il a beaucoup de contacts dans le monde pro et il connaît des gens qui sont prépa, par exemple, à Lens, au Paris FC, des trucs comme ça. Donc là, c'est un peu un projet pour moi d'essayer Permettre des ouvertures. Ouais. de démarcher pour pouvoir faire un stage d'observation d'ici Ok, la fin de saison, quoi. Mais ce côté-là est important. Ouais. parfait. Et pour les dernières diapos, on voulait parler du contexte financier du S'il vous football, plaît, allez, de l'attention jusqu'au bout. du football amateur et professionnel. Donc pour le football amateur, le budget alloué par la Fédé, il a légèrement augmenté. Mais comme l'a dit Julien, étant donné que les poules vont être remodifiées, ça permet d'avoir un budget plus conséquent au final, malgré la faible augmentation du budget. Donc sur les clubs de national, on va passer de 230 000 à 270 000 euros d'aide. La National 2 de 35 000 à 45 000 et la N3 de 7 000 à 12 000. Donc là, c'est la Fédé qui verse C'est ça. des subventions C'est ça, ouais. pour les clubs. En plus des subventions municipales, les sponsors, Voilà, ouais. etc. Et pour donc le contexte financier du football professionnel, donc là on voit que sur l'histogramme juste à gauche, que la part des droits TV elle est vraiment importante pour les clubs pro. Sur l'année Covid, on peut voir que du coup les recettes obtenues elles étaient beaucoup moins importantes de par les recettes de match, il n'y avait pas la billetterie, étant donné que les stades étaient fermés. Et sur chaque année, on voit que les droits TV ont vraiment une part importante. Donc là, on peut Il y a dire une que... polémique d'ailleurs dernièrement Ouais. sur les droits alloués Ouais. à une société qui n'utilisait pas forcément complètement Ah, c'est ça, ouais. la rediffusion. Donc là, on peut dire que pour le football français professionnel, les clubs, ils sont TV dépendants. Et donc, on en entend parler de plus en plus, mais le piratage qui a lieu pour ne pas payer les droits TV impacte C'est ça, c'était ça. négativement les clubs. Donc là, on a aussi un conflit d'intérêts entre beIN et DAZN. De base, la LFP, la Ligue de football professionnel, voulait délivrer les droits TV à hauteur de 1 milliard. Au final, ça a été seulement pour 500 millions. Donc ça restreint fortement les recettes qui vont être ensuite redistribuées. J'imagine qu'il y a d'autres sports qui aimeraient bien avoir 500 millions quand même. Ouais, c'est sûr. Et enfin, pour terminer, on va refaire un point par rapport Intéressant à ça, oui. Paris Vas-y, 2024.
Par rapport à l'activité du football et les JO, comparé à d'autres sports individuels où les JO permettent vraiment d'être visibles, d'être médiatisés, le football, il n'a pas cette problématique-là. Il est tout le temps médiatisé. Et les téléspectateurs sont toujours importants, que ce soit sur les compétitions internationales, sur les compétitions de Champions League. Donc le football il est directement moins impacté que les sports qui sont vraiment peu médiatisés. Qui on le voit aux JO. encore à travers le match d'hier soir où il y a 80 000 personnes de réunies c'est ça. sur un match un dimanche soir. Ouais. Avec de reprendre le boulot, quoi. Et donc le budget alloué par la Fédé, il n'a pas bougé, voire il a légèrement augmenté. Donc on n'est pas vraiment impacté Ce qui voudrait dire qu'on peut espérer qu'il y ait des débouchés professionnels ouais. dans ce milieu-là. C'est ça. Après, pour le sport en général, je crois que c'est un petit peu baissé quand même. Oui, ouais, puisque les subventions ont largement baissé, annoncées par l'État. Ouais. D'ailleurs, ça a été un gros tollé dernièrement. Bien. Donc voilà, après. Parfait, super. On va arriver donc au terme de cette sympathique conférence qui nous montre aussi, vous voyez, vos camarades étudiants qui sont en avance d'une année sur vous et qui ont quand même... je vous remercie beaucoup, les gars. C'est vraiment sympa. C'était pas un exercice facile, je sais. Même s'il y a parfois il y a des conférenciers qui viennent qui ont beaucoup plus d'expérience que vous et qui le disent aussi. Donc merci aussi de votre réactivité et puis du sérieux que vous avez mis dans cette présentation vraiment intéressante, aussi bien sur le point de vue de vos expériences que de votre formation. Merci beaucoup. Merci. Pas de souci. Merci à vous. Ouais.